Bonsoir, Christina, Christina Laïka. Bonsoir. Alors, j'ai décidé à la fin du mois là, de janvier de prendre bonsoir, de prendre l'excuse du mois de février, la Saint-Valentin, pour et donc dans cette première série, j'ai décidé d'inviter Di Liborgne, aka Ludivine. Voilà, super. Coucou, tu m'entends? Ça Ouais. va? Oui, toi. Oui, très bien. Ah, oui, top, top, top. Donc je disais, j'ai pris l'excuse du mois de février comment ça s'appelle, voilà, c'est le mois de l'amour, mais également la Saint-Valentin, on se dit souvent que c'est l'amour, mais c'est également l'amitié. Donc je me suis dit que voilà, j'allais profiter de ça pour inviter des femmes inspirantes. Donc tu es la première invitée de cette série de femmes inspirantes. Et je voulais, en général, quand on fait des directs avec des femmes qui travaillent avec le féminin sacré, qui travaillent dans l'accompagnement, qui sont thérapeutes ou autres, euh, je trouvais que on parle souvent d'un d'un sujet précisément. Et moi, je voulais, parce que j'aime bien connaître les gens, et je trouve que c'est important, surtout quand on va vers quelqu'un pour se faire accompagner. Je trouvais que c'était important et connaître leur parcours. Je voulais aussi qu'on puisse parler des relations hommes-femmes, femmes-femmes et ainsi de suite. Ton parcours personnel. Et puis c'est souvent qu'est-ce qui amène quelqu'un à se diriger sur un type de chemin? Quel a été ton parcours, tes erreurs? Voilà, pas mal de choses. Donc voilà, c'est l'excuse de prendre un direct pour pouvoir partager et, euh, et connaître l'autre. Voilà, exactement. Merci Simone. Ça me fait très plaisir d'être avec toi. C'est drôle. Ben ouais, j'espère qu'on va partager un bon moment ensemble et discuter voilà de femme à femme, mais pour tout le monde du coup, sur ben, mon parcours, mais le parcours du féminin sacré. Et ça tombe bien parce que je suis assez touche à tout dans ce que je fais, donc du coup ça me va bien qu'on n'ait pas un seul sujet. C'est cool. Bah, je vais te laisser déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et voilà, comme ça, je laisse faire une petite présentation. Alors bonjour, donc je suis Ludivine, aka Di, donc je suis thérapeute. J'ai commencé par l'Ayurveda, la médecine indienne traditionnelle. Et de mon parcours, j'ai commencé à m'ouvrir de plus en plus à des pratiques plus euh, bercées sur le spirituel, mais toujours en travaillant sur le corps. Qui est une phase importante qui est très importante pour moi, c'est d'incarner sa spiritualité ici et maintenant. Et du coup, je suis passée par le yoga. Et ce que je fais à présent, je l'ai vécu et créé par mes voyages aussi. Je suis partie en Australie, j'ai beaucoup appris en Inde, j'ai beaucoup appris à Bali, j'ai beaucoup appris. Et le plus longtemps que je suis restée, c'est au Guatemala. Ok, Voilà, où je me suis connectée avec les coutumes mayas et le cacao en particulier bon, que je partage. Voilà. ok. Ah, top, top. Et tes voyages, parce que tu es partie en Inde, je sais que tu es formée au massage ayurvédique, mais que tu es également consultante en médecine ayurvédique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup? Oui, c'est vrai qu'on pense à l'Ayurveda comme étant quelque chose qui est lié simplement au massage, mais c'est vraiment une médecine holistique. Et donc, je suis éducatrice de santé par l'Ayurveda. Donc, moi, ce qui m'intéresse surtout de transmettre, c'est de dire aux gens qu'ils ont le pouvoir sur leur santé et de leur apprendre les bases, en fait, de comment réfléchir de manière ayurvédique sur comment est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent sur leur peau pour l'hydrater, pour créer de rééquilibrer, voilà, ces énergies qu'on appelle des doshas.
Comment est-ce que jour après jour, en fait, tout simplement, voilà, aujourd'hui, il a plu. Cette pluie, elle a un impact sur moi, elle a un impact sur tout le monde, mais elle va pas avoir le même impact selon les doshas, selon notre particularité. Et il va falloir qu'on adapte ce qu'on mange, ce qu'on met sur sa peau, ce qu'on boit, à ce que cette pluie, voilà, ce froid pluvieux a engendré chez nous, afin d'éviter de se déséquilibrer, de tomber malade et de toujours garder cet équilibre. Donc c'est pas une recette toute faite, c'est d'apprendre à s'écouter, à comprendre son corps, à savoir comment son corps réagit. C'est se poser, c'est beaucoup être dans l'introspection, de comprendre voilà comment mon corps réagit à telle et telle chose, tel et tel climat, telle et telle chose que je mange. Comment je l'ai mangé aussi, c'est pas, on parle aussi beaucoup de l'Ayurveda par rapport à la diététique. Donc ce qu'on mange, mais c'est pas seulement ce qu'on mange, c'est comment on prépare ce qu'on mange. Est-ce qu'on l'a pris au cuiseur électrique, par exemple, on a cuit du riz au cuiseur électrique, ou on l'a fait tout simplement sur un feu? Ça n'a rien à voir. Les qualités du riz vont être différentes. Le temps qu'on passe à faire quelque chose a de l'importance. Le processus de transformation de notre nourriture, c'est vraiment une alchimie, et ça a une importance et ça va impacter notre corps de manière différente. Donc c'est toutes ces petites choses. C'est vrai qu'au début c'est un petit peu tellement de choses à penser, mais c'est vraiment un investissement sur sa santé au long terme. L'Ayurveda, ça nous apprend à avoir une vie saine sur le long terme et à bien vieillir et à éviter, normalement, on ne devrait pas mourir de maladie, on devrait mourir de vieillesse parce que la machine ne marche plus et pas parce qu'elle est cassée ou qu'elle a un problème. Et on s'est trop habitué de nos jours à penser que on va forcément mourir d'une crise cardiaque, d'un cancer, etc. Mais non, on n'est pas fait pour. On est fait pour vivre jusqu'au bout de sa vie, sauf évidemment si on a un accident, par exemple. Mais l'intérêt, c'est d'apprendre à vivre pour que on soit à la meilleure santé jusqu'au bout du bout de sa vie et de mourir dans les meilleures conditions selon son chemin de vie, évidemment. Du coup, c'est une médecine, comme ce qui vient beaucoup d'Orient, c'est une médecine préventive, contrairement à ce qui vient d'Occident. Ouais, c'est une médecine préventive. C'est l'accès principal de la médecine chinoise, indienne et d'autres médecines. C'est comment est-ce que j'arrive à voir les symptômes avant que ces symptômes deviennent des maladies. Voilà. Et même pré-symptômes. Il y a vraiment 6 stades de la maladie en Ayurveda. Et donc, c'est de voir, c'est pour ça que tous les jours, en fait, faire un automassage, par exemple, ça permet de sentir, ah, voilà, j'ai une boule au sein. Ah, voilà, j'ai un point énergétique, un point marmar, ça s'appelle un point énergétique, qui me fait mal. Qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que je peux le rééquilibrer? Donc, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et pour moi, c'est vraiment l'amour de soi qu'on se donne, jour après jour. C'est vraiment un apprentissage d'amour de soi. Et tu es également, pour ceux qui ne le savent pas, tu es également prof de yoga. Ouais, mais alors je donne pas beaucoup de cours, mais c'est vrai que je donne pas de cours depuis que je suis revenue en France, parce que j'ai étudié en anglais et je t'avoue que je n'ai pas fait trop l'effort de switcher de langue. Donc en France, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais je m'en sers beaucoup pour faire mes cercles. Parce que mes cercles, ce sont pas forcément que des cercles de parole. J'aime bien que lorsque je crée un cercle de femmes, ce qu'on travaille par la parole, par l'intention, ensuite on fasse des exercices pour l'incarner. Donc que ce soit avec des chants, comme des chants par exemple sur les chakras, pour voilà, ouvrir le cœur, avec le cacao par exemple, c'est un classique, ou des mouvements voilà, plutôt tantriques comme le shaking. Tout ça, ça va permettre vraiment d'incarner et de faire en sorte que le cercle, ce soit vraiment un travail énergétique de groupe un peu. Et donc, pour moi, le yoga dans son ensemble, ça aide beaucoup. Donc, j'utilise le yoga plus comme ça
Mhm. que faire un cours classique de yoga. Mais j'ai déjà donné des retraites yoga Ayurveda avant, ouais. T'es formée dans quel, parce que je sais qu'il y a beaucoup de disciplines en yoga. Toi, tu t'es formée dans lesquelles? Alors, je fais ce qu'on appelle du hatha traditionnel, donc en Inde, en sachant, mais je veux vraiment débunker ça pour tout le monde, toutes les pratiques physiques s'appellent du hatha yoga. Tout le reste, en fait, c'est des sous-catégories qui sont souvent marketées. Mais l'essentiel, c'est hatha, c'est vraiment de travailler sur le corps avec des asanas, donc des postures. Mais voilà, je me suis formée dans une école traditionnelle et ensuite, Guatemala, enfin, avec une école qui est basée principalement au Guatemala avec des professeurs américains, plupart australiens. Ouais, j'ai du vinyasa aussi. Ok. Du vinyasa, on va dire chamanique, parce qu'ils font tous du chamanisme. Et donc, ils ont incorporé la dimension chamanique dans l'accompagnement yogique, en fait, de comprendre la vie aussi par rapport à ce qui se croise entre le yoga et l'Ayurveda. Et pour moi, ça fait sens parce que pour moi, le yoga, en fait, à la base, c'est du chamanisme. Ouais. Voilà. Ouais. Mhm. Ok, 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 ok. Intéressant. Super intéressant. Donc, du coup, ouais, tu as voyagé Guatemala, Inde, Australie, donc du coup, Bali aussi. Ouais. Euh, et donc, du coup, tu es revenu riche des enseignements que tu as pu découvrir. Et en plus, toi, en tant que femme afro, tu es partie découvrir encore d'autres cultures, parce que toi, toi-même, tu as ta propre culture avec tes propres enseignements et ainsi de suite. Donc, du coup, tu as pu aller prendre à gauche, à droite et du coup, c'est ce qui t'amène à avoir ton accompagnement personnalisé maintenant. Ouais. Alors pour moi, je suis caribéenne, Mhm. donc afro-caribéenne. Je pense que j'ai été plutôt guidée à retrouver des racines des cultures auxquelles je fais partie. Donc sauf, on va dire, pour l'Australie, mais ça c'est un truc, si on y croit, c'est plus des vies antérieures. Par exemple, le Guatemala, c'est juste en face des Antilles, d'où je viens. Et en fait, les traditions arawak et maya, ce sont des traditions cousines. Et le cacao, en fait, il est bu aux Antilles, mais il est plus bu comme les populations indigènes qui ont presque disparu ou qui se sont émergées avec les peuples afro et pour lequel on ressent de manière vraiment très très subtile en fait cette culture. Ça m'a permis de retrouver en fait l'essence de ce cacao qu'on boit aux Antilles, voilà, et d'en comprendre en fait l'impact spirituel qu'il y a derrière. Et en même temps, nous en tant qu'Antillais, on boit du cacao souvent pendant les baptêmes, les choses comme ça. Donc il y a une idée que ce cacao c'est spécial dans des rites, voilà, dans le cas de rituel, on va dire. Et donc voilà, et puis l'Inde, j'ai du sang indien aussi, donc ça faisait partie de ça. Et Bali, c'est aussi une résonance à l'Inde puisque c'est une île très tantrique. Et beaucoup de gens qui connaissent bien l'Inde d'il y a 80 ans ou 70 ans, ils vont dire ah oui, Bali, c'est un peu comme l'Inde d'il y a 70 ans qui a beaucoup transformé. Mais quand on retourne à Bali, on retrouve vraiment la culture tantrique dravidienne, chamanique et l'Inde et qu'on retrouve moins facilement, semble-t-il, de nos jours. Donc voilà. C'est d'ailleurs pour ça que, en général, à Bali, tout ce qui est chamanisme, effectivement, tantra, yoga, retraite, je vais dire spirituelle, voilà, il y en a plein, plein, plein Ouais, là-bas. c'est the place to be. C'est devenu un hub spirituel pour les chercheurs de spiritualité, dans les bons côtés et les mauvais côtés, je tiens à le dire. Ça peut faire très Disneyland de la spiritualité. Ok. Et en même temps, il y a vraiment la capacité de pouvoir goûter pour trouver ce qui est juste pour nous. Voilà. Quand on ne sait pas, par exemple, où se tourner,
quand on sait pas, par exemple, quand on est comme moi avec du sang mélangé, on sait pas si c'est ci, ça, qu'est-ce qui résonne. Ben là, on peut vraiment aller sentir. Et en même temps, la terre et le peuple balinais sont incroyables et ils nous permettent de vraiment comprendre, je trouve, la vie telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire dans la dévotion, dans beaucoup d'art qui se fait à Bali. Beaucoup de Balinais sont des artistes. Et la confiance à la nature, la confiance à être connecté aux esprits. Et les Balinais font tout le temps des cérémonies, c'est vraiment la base, parce que il y a cette conscience, et c'est ça le tantra, que tout est sacré. Oui. Voilà, le sacré est partout, tout le temps. Et par ces cérémonies, je prends conscience et je me rappelle, et je n'oublie pas en fait. Effectivement, ouais, ouais. Effectivement, ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans ta vie de femme, à aller vers ce côté? Est-ce que depuis petite, t'avais des, comment ça s'appelle, côté énergétique, tu ressentais des choses enfin voilà, comment tout ça s'est déclenché? Est-ce que dans tes rapports amoureux ou amitiés, est-ce qu'il y avait toujours enfin, parce qu'en général, quand on a des dons, enfin, comme on peut appeler des dons ou des trucs, quand on a des trucs énergétiques, on se sent toujours un peu en décalage. Je sais pas pourquoi, mais il y a toujours un décalage avec l'entourage, avec voilà quoi, comment on est perçu et tout ça. Ouais, je me suis toujours perçue un peu en décalage, effectivement. Au début, c'est vrai que moi, je suis une femme noire qui a été en partie élevée dans un endroit à Paris où j'étais pratiquement la seule noire, donc je l'y avais mis beaucoup là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que c'était un petit peu plus profond que ça. Je me rappelle pas me rappeler d'avoir des capacités spirituelles très fortes comme certaines personnes, mais d'être en fait à la recherche de quelque chose. J'avais l'impression de ne pas être déjà dès l'âge de 6 ans, je disais mais je veux retourner à la source, je veux retourner genre au paradis. Euh, j'étais déjà en recherche de quelque chose. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose en fait déjà très très jeune. La Euh, réaction de tes parents, ça donnait quoi quand tu dis à 6 ans, je veux retourner au paradis? je sais pas si je leur ai vraiment expliqué ça comme ça, mais bon, ma mère, je sais pas si elle a compris, mais mon père était pas très présent. Ok. Mais du coup, il a, il doit avoir les mêmes sentiments au final, mais il n'a pas eu la possibilité d'eux. C'est pour ça que très jeune, en fait, il m'a apporté des livres de yoga, des livres spirituels que j'ai pas lus tout de suite. Mais sur le coup, après, je me dis, oh, mais j'avais déjà tout ça chez moi. J'avais déjà le Yoga Sutra de Patanjali relativement jeune. Je me rappelle, un ami d'enfance, il m'a dit, mais moi, je t'ai toujours trouvé chelou, en fait. Tu faisais des trucs d'Ayurveda, de yoga, et maintenant, je vois que c'est à la mode. Donc, du coup, je paraissais un peu avant-gardiste, j'imagine, en tout cas dans mon entourage, par rapport à ça. Voilà. J'imagine, j'ai toujours trouvé chelou. Bah d'accord, merci. Et dans cette série, justement, je parlais de femmes inspirantes et de nos relations, de comment, voilà, et comment toi, bah, on va aller dans le vif du sujet, comment toi, tes relations, parce que toi, tu accompagnes le féminin, tu es une cérémoniale, c'est ça que si je dis bien, tu es une cérémonialiste du féminin sacré, c'est ça, j'ai bien dit? Ouais, je vais dire, je suis cérémonialiste parce que je fais des cérémonies. Donc là, du coup, comme j'ai plein de cartes, je me suis dit c'est mieux de cibler là-dessus. Et comme j'accompagne la plupart que des femmes dans ces cercles-là, oui. Donc c'est ça. Et du coup, quand on accompagne les femmes, est-ce que dans son rapport justement avec les femmes, comment on se situe? Dans son rapport avec les hommes, c'est quoi toi ton rapport avec les hommes dans l'intimité? Est-ce que le fait d'accompagner les femmes, est-ce que t'as déjà, on va dire, des skills d'avance ou t'es comme les autres femmes, bah, il y a des moments où tu galères, il y a des moments d'incompréhension, voilà. C'est ça. Parce que c'est vrai que quand on est accompagnante, on se dit toujours, ah ouais, mais tu sais, quand on les voit, on se dit toujours,
ah ouais, mais elles, leur relation, ça doit être easy, ça doit se passer, voilà, elles doivent savoir déjà tout faire. Enfin voilà, tu vois, et voilà, faut un peu démystifier tout ça, tu vois. Alors, oui, donc en tant qu'accompagnante, personnellement, j'accompagne pas les gens trop sur leur vie de couple, sauf si s'il y a quelque chose de prégnant dans ce qu'on travaille. Et en fait, j'utilise pas mon propre canal personnel, j'utilise mon canal, on va dire, d'intuition pour guider. Parce que je ne m'estime pas être qualifiée particulièrement pour faire des accompagnements femmes-hommes, puisque moi-même, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a dépassé certaines choses dans mes relations hommes-femmes. Donc, du coup, j'ai transcendé quelques choses qui sont, moi, de mon domaine, dans mon féminin et mon masculin intérieur, mais j'estime que je ne suis pas allée encore au bout de ce processus. Donc, pour l'instant, je ne proposerai pas, par exemple, aux femmes de travailler seulement sur leurs relations, seulement sur... Mais si ça vient dans le schéma, soit je dis que vaut mieux aller voir quelqu'un vraiment qui est là-dedans, ou je vais canaliser quelque chose, un message pour elle, voilà, tout simplement. Donc, ce sera pas forcément par mon prisme. Et je pense que c'est important de faire la différenciation et que c'est important que moi, je leur dise, en fait, tout simplement. Tout comme, voilà, il y a plein de choses pour lesquelles je peux pas accompagner, surtout. Le féminin, c'est vraiment quelque chose de vaste. Euh, donc, c'est un accompagnement global. Euh, je pense que en tant qu'accompagnante, justement, on est les premières à s'auto-guérir en fait. C'est parce qu'on prend cette auto-guérison à cœur et que voilà, on est inspiré à partager ou poussé même à partager on travaille avec des gens qui sont à une étape en dessous de la nôtre. C'est-à-dire que moi, j'accompagnerai pas quelqu'un qui a déjà tout compris sur tout. Voilà, ça n'aurait aucun sens de proposer ça. J'aide les femmes à aller à un cran au-dessus par rapport à ce qu'elles sont. C'est pas une question de hiérarchie, c'est pas que je suis meilleure ou quoi. C'est une question de voilà, j'ai masterisé certains points. Peut-être que la personne a besoin d'aller au-delà pour elle et je l'accompagne à voilà masteriser certaines choses. Mais dans aucun cas je suis dans un truc où voilà j'ai entre guillemets tout compris. Et je pense que c'est important de comprendre ça que un thérapeute, c'est un être humain. C'est ça. C'est pas un gourou. C'est pas un gourou. C'est ça que je voulais t'entendre dire et que tu puisses dire parce que vraiment ce côté de démystifier et vraiment je te laisse le dire, mais c'est ça, un thérapeute, c'est un être humain, c'est pas quelqu'un qui sait tout, qui a tout compris du féminin et qui s'embrouille jamais avec son mec ou sa meuf ou voilà ou pour lequel c'est beaucoup plus facile et donc voilà, c'est bon Et je d'entendre dirais ça. que c'est pas beaucoup plus facile pour un thérapeute parce qu'il doit aller dans certaines profondeurs qui fait que lui, peut-être, il aura encore plus d'obstacles, mais c'est sa détermination à vouloir aller de l'avant et à pouvoir vraiment naviguer dans différents champs qui fait qu'il va être un bon thérapeute parce que après, il va pouvoir aider un grand nombre de personnes sur certaines thématiques parce que lui, il a connu énormément d'obstacles. Et donc, la vie d'un thérapeute, elle n'est pas forcément plus simple, plus simple. Voilà. Il peut avoir connu, ou elle peut avoir connu beaucoup de choses. On peut s'y attendre plus de ce qu'on appelle un gourou. Voilà, un gourou, on s'attend à ce qu'il soit, entre guillemets, parfait. Et là aussi, il y a peut-être une démystification à faire en disant que un gourou peut se mettre en colère, un gourou, voilà. Les gens, ils imaginent que dès que t'es dans des trucs comme ça, c'est, tu sais, c'est oui, tu ne vibres parce que, ouais, bah, en même temps, c'est la représentation qu'on en a. Toi, je sais que tu fais du féminin sacré, le truc de, enfin, les trucs de princesse, de prêtresse, de cérémonie de la rose. Donc, il y a un côté où on va chercher dans le féminin sauvage, enfin, il y a plusieurs, voilà, archétypes. Et donc, on s'imagine toujours que c'est soit la femme, voilà, elle est très sexualisée, soit elle est très, tu sais, très pure de chez pure, alors que c'est beaucoup plus, pas complexe, mais c'est, voilà, c'est beaucoup plus en nuance que ça. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça le truc. Ouais, c'est beaucoup plus en nuance et c'est surtout
de pouvoir incarner ces différentes facettes de nous. Voilà. Donc ce que j'ai dit il y a un moment donné, ça fait peut-être un moment maintenant, c'est que on a une propension, par exemple en hindouisme, Sanatana Dharma, d'avoir une connexion spéciale à un dieu et une déesse, qui est tout simplement un archétype. Mais par exemple, dans le féminin sacré, on est toutes les déesses. Par contre, on aura une expression plus connectée à une déesse particulière de par notre naissance. Pareil pour les orishas en Afrique. On est connecté par Oya, par Oshun, par Yemaya. C'est des énergies du féminin un peu différentes, mais en vérité, on a toutes ces déesses en nous. Et c'est de connecter avec toutes ces déesses, de savoir comment est-ce qu'on se fait accompagner ou on travaille avec elles selon les besoins. Par exemple, on est dans une phase où on a besoin de tonnerre, de colère. On va travailler avec Kali, on va travailler avec Oya chez les orishas. C'est la même déesse, mais voilà, c'est la même énergie, voilà, de tremblement, de changement, de transmutation. On a besoin d'elle. On n'a pas besoin de Oshun avec son miroir qui se regarde et qui est là dans la sensualité quand on a besoin de faire bouger les choses. Exactement, c'est ça. Mais dans la vie, peut-être qu'en général, on va être une Oshun, on va être une déesse de la créativité, de la sensualité, de l'amour, qui est voilà, c'est dans la vie de tous les jours, mais on a besoin de toutes ces déesses et c'est clairement défini comme ça en Inde et en Afrique, en l'occurrence, que on passe par des phases. On est dans une roue. Tout comme en astrologie, on dit, excusez-moi, il y a toujours du bruit, on dit qu'on passe, en fait, on est vierge, on est Sagittaire, voilà, je suis Vierge, t'es Lion, pardon, ascendant Sagittaire, pardon. Mais on passe par toutes ces phases. En fait, dans notre charte, on a tous les signes qui sont présents et on en a besoin pour les différentes facettes, voilà, de sa vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. Mais oui, ouais, ouais, c'est comme tu disais, ouais, Oshun. C'est vrai que c'est vrai que ouais, les trucs de féminin sacré, c'est vrai que c'est toujours très glamourisé. Donc effectivement, ouais, Oshun et tout, et ouais, on a besoin des fois dans la vie de Kali pour aller trancher des trucs. Et ouais, comme tu dis, c'est vraiment se connecter à l'énergie de la déesse ou même du dieu, parce que ce qu'on oublie, c'est que quand on est une femme, on a un masculin aussi en nous et que on peut pas travailler sur le féminin si on va pas régler le masculin aussi, et que pour être le plus guéri et aligné possible, il faut travailler sur son féminin et sur son masculin aussi, parce que en général, le masculin, c'est la relation avec le père qu'on a pu avoir et qui se joue et qui se rejoue et qui se rejoue dans toutes nos relations d'après. Donc, même quand on est dans cette histoire de travailler son féminin, pour moi, hein, c'est moi, mais voilà, on ne doit pas oublier son masculin à l'intérieur de nous, quoi. Tout comme les hommes, on dit oui, les hommes ils doivent travailler leur masculin, mais ils doivent aussi aller chercher leur féminin en eux et aller travailler aussi, aller travailler ça, quoi. Ah ouais, enfin, je pense que quand on commence le parcours, on commence par son féminin ou son masculin, et après les deux doivent s'immerger. Euh, c'est important, tu vois. Par exemple, quand on fait son oracle en Afrique, des femmes peuvent avoir des maîtres de guides qui sont des dieux, en fait, et pas du tout des femmes. Ça dépend comment elles s'incarnent. On peut être une femme masculine, voilà, une femme amazone, une femme voilà, on peut avoir différentes facettes. L'important, c'est d'en prendre conscience et de savoir ce qui est juste, voilà, pour nous. Et à un moment, on est toujours appelé à trouver cette union. Dans toutes les cultures, on connaît l'union sacrée. Donc, si il n'y a pas de Shiva sans Shakti, ça n'existe pas. Si Shiva n'est pas là, il n'y a pas de Shakti. Si Shakti n'est pas là, il n'y a pas de Shiva. C'est vraiment comme à l'intérieur de nous, les pôles, plus et moins,
dans la vie, l'électricité électromagnétique, l'électricité, le magnétisme. Dans une pile, il y a le plus et le moins. C'est pas s'il y a pas le plus et il y a pas le moins, ça marche pas. Donc travailler notre féminin, ça nous fait travailler aussi notre masculin. C'est vraiment une danse. Voilà, c'est vraiment une danse entre les deux. Justement, bon, bah, moi qui viens du tantra, c'était une phrase que j'aime beaucoup. C'est que Shiva, dans le panthéon hindouiste, c'est considéré comme j'abuse, hein, mais le Superman, voilà, le Odin le Odin du panthéon hindouiste. Et il y a une phrase qui dit, en gros, que Shiva est à sa pleine puissance et le dieu qu'on connaît quand il est en contact avec Shakti, en fait. Et c'est cette danse qu'il crée à deux. Et c'est vraiment ce truc, c'est donc ça vraiment, ça symbolise ce que tu viens de dire, c'est que vraiment, c'est cette danse à deux, c'est cette danse des polarités, de yin et yang aussi, de ce truc, voilà, de tout ça qui fait que on est entier, moi j'aime bien créer, j'aime bien dire, quand on travaille sur son féminin et sur son masculin, on crée un troisième genre, en fait. J'aime bien parler, moi, de troisième genre, où justement, on est un peu, voilà, on va après, on fait plus partie d'aucun des deux, mais on va chercher à chaque moment de la vie, soit chez l'un, soit chez l'autre. Et c'est là où pour moi on est complètement plein, on est complètement voilà aligné, on n'a pas de. Parce que on dit souvent ouais le féminin, mais une femme qui est trop dans le féminin, qui est trop, tu vois, qui fait la petite fille, tu vois, moi c'est ça que ce truc-là, eh ben elle doit aller travailler sur son masculin. Une femme qui est, moi par exemple, je suis une femme à la base très yang, voilà, très yang. Et ben justement, mon masculin, et ben justement, maintenant je m'en sers euh, parce qu'il y a des moments où effectivement il faut s'affirmer, mais il y a le fait d'avoir appris sur ce côté féminin, donc le côté vraiment yin, c'est m'avoir appris à prendre un peu de rondeur dans les choses, de lâcher un peu les choses. Mais en même temps, mon côté yang, il était là aussi parce que je m'étais forgé une carapace. J'avais fait une vidéo avec une amie où on disait les guerrières. Donc, et on était d'accord pour dire qu'il faut laisser tomber cette carapace de guerrière parce que du coup, on se, à la longue, ça nous pèse en fait parce que c'est vraiment, ça pèse lourd une armure. Et des fois, voilà, faut savoir lâcher quoi. Être plutôt une aventurière. Voilà, c'est le terme enfin que Claire avait évoqué et il me parle assez en fait. Ouais, j'aime bien. Aventurière, exploratrice, on est là pour explorer, comme la conscience elle-même, qui est là pour s'explorer elle-même, créer. Et en fait, nous, on fait la même chose. On est là pour s'explorer, explorer qui l'on est. Dans les différentes polarités, les différentes polarités que l'on représente. Et après, ben c'est je pense que c'est soit un dharma, donc une mission, ou soit un choix de voir par quel prisme ça va le plus voilà, passer. Et donc, par rapport à ça, j'ai été conviée par toi il y a la semaine dernière, dimanche dernier, à recevoir un rituel de massage, parce qu'effectivement, dit Ludivine est masseuse, et j'ai donc un massage de 2 heures. Elle est sur Paris, je vous partagerai tout, je vous ferai des stories et des partages, voilà. Donc n'hésitez pas, c'est dans le 15e, c'est ça, hein, c'est à côté de Montparnasse. Ouais, c'est dans le 14e, monsieur. C'est presque à côté. Voilà, c'est à côté de Montparnasse. Et du coup, j'ai adoré ce rituel parce que déjà, j'ai adoré que tu mêles la sonothérapie. C'était quelque chose qui me parlait déjà. Et comme par hasard, tu vois, tu m'avais pas dit que tu faisais, tu vois, de la sonothérapie, des trucs comme ça, et tu l'as fait. Et j'ai adoré. En même temps, j'ai compris des choses. Ouais, l'aide à la détente par rapport aux fréquences, l'aide à certains points. Je sais pas. Il me semble que tu as mis sur des trucs sur des méridiens ou sur des points de chakra. Enfin, je sais plus très bien, mais je le sentais en fait, tu vois. J'ai trouvé ça presque magique que je sais pas quel instrument tu as pu utiliser, mais que tu aies mis un objet à un point précis et que je sentais pourtant
c'est de l'invisible, hein, mais tu sens, ouais, les fréquences, ça a été prouvé et tout ça, mais tu vois, tu sens ce truc qui rentre en toi, qui agit sur le truc. Et moi, j'ai adoré parce que tu as mêlé le massage, la sonothérapie, les musiques, les odeurs aussi. Waouh, je parle de rituel parce que pour moi, c'était vraiment un voyage. Même ta voix, j'aurais même dit, alors je sais pas si tu as fait de l'hypnose, mais ta voix était celle ouais, de l'hypnose, c'est-à-dire que il y avait une fréquence, voilà, qui faisait que, tu sais, au début, les bols tibétains, après, il y avait des trucs et tout, et puis, au final, parce que moi, à la base, je suis masseuse, donc, quand je vais me faire masser, en général, ma tête, elle est là. Ah ouais, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Ah, faut que je prenne des skills. Ah, machin. Ah, j'aurais aimé que ceci. Et là, c'est une des premières fois où le massage était là. Oh, ok, d'accord. Donc c'est comme si, tu vois, tu avais mon subconscient, tu lui avais dit shut up, tu sais, ma tête shut up, et que tu étais parti voir mon subconscient et tu avais, voilà, prends les trucs, prends. Et donc j'ai adoré ce voyage de 2 heures où, voilà, il y avait de la musique, il y avait des sons, il y avait des odeurs, et je me suis rendu compte de l'importance de tout ça. Et vraiment, encore plus, moi je suis quelqu'un, je ressens vachement les choses, je sens, j'aime bien sentir même la nourriture, enfin, pas mal de choses et tout. Et, et c'est comme si, ouais, il y avait des odeurs quand je les sentais, ça me ramenait en enfance, tu vois. Il y avait certaines odeurs, je savais pas d'où ça venait et t'étais là, tu sais plus où, tu vois. Mais c'est pas genre ça part dans tous les sens, mais ça vient et oh waouh, c'est bon. Tout ce que je ressentais à chaque fois, c'est oh waouh. Et après, c'est oh, c'est bon. Oh waouh. Et ça, je pense que ça a travaillé au niveau de l'aura, tu vois, au niveau de l'astral, au niveau des chakras, au niveau du physique aussi, puisque t'y allais, hein. Il y avait des moments où, voilà, surtout le dos, j'ai senti il y avait des choses à travailler. Et je voulais te demander comment tu as conçu ce rituel. Du coup, dès que tu as été formé, c'est un protocole, parce que c'est souvent des protocoles. Est-ce que c'est un protocole qu'on t'a donné ou est-ce que c'est au fur et à mesure de ce que tu as pu apprendre et des clients que tu as pu avoir, tu t'es dit, je vais mettre en place un truc vraiment, parce que là, pour moi, c'est du haut de gamme, hein, personnalisé au possible. Parce que là, ce que tu m'as fait, je pense que tu personnalises selon les gens et tout et tout. Donc voilà. Merci, merci d'avoir perçu tout ça. Ça me touche vraiment de comment tu en parles parce que je sens vraiment que tu as compris l'intention en tout cas ou ce qui se transparaît souvent de ce rituel soin. Euh, non, c'est évidemment c'est au fur et à mesure en fait du travail. Donc j'ai une base quand même hein, qui vient de mon professeur en Ayurveda qui est sur Paris, Joyce, Ayurveda et Conscience. Et j'en avais appris un avant. Et au fur et à mesure, en développant aussi mes capacités de canalisation médiumnique, je suis pas médium, je suis pas canal, mais j'ai des capacités. J'ai commencé à percevoir des choses en fait au fur et à mesure des massages et à me rendre compte, oui, c'est assez juste, nanani, nanana, à ce que je peux ressentir, les points que j'ai touchés. C'est vraiment, ça me vient assez naturellement. Et donc c'est une question de faire confiance à mon intuition ou à son intuition en général. Et en fait, si tu veux, tout ça, ça vient d'un côté vraiment de l'Ayurveda. C'est-à-dire qu'en Ayurveda, on sait que les odeurs, ça va aller travailler le premier chakra. Le premier chakra, c'est l'enfance. C'est aussi comment je m'ancre. Donc, du coup, en Ayurveda, on sait très bien qu'on va utiliser des choses. Voilà. Et donc, on va nourrir les 5 sens. L'Ayurveda est là vraiment pour dire on nourrit les 5 sens, on les nettoie aussi. Parce que c'est vraiment les portails qui nous permettent d'aller dans l'invisible. Donc, il y a la partie visible de l'œil hein, qui nous permet de voir les choses, mais il y a aussi cette partie derrière le visible qui va nous permettre d'aller dans les champs de l'invisible. Donc, c'est important que toutes ces choses soient réalignées et nourries. Donc, on peut pas tout faire pendant un massage, mais c'est vrai que l'aromathérapie, ça permet vraiment de ça, en tout cas, de sentir. Ensuite, oui, effectivement,
je travaille sur des points et il y a un soin qui est dit dans les scriptures ayurvédiques qui travaille sur les fréquences. Donc, à Auroville, en Inde, j'avais vu qu'on travaillait avec des tables de massage. Derrière, en dessous, il y avait des cordes. Je me suis dit, ah, c'est trop bien ça, c'est quoi, etc. Et petit à petit, au gré de mes voyages et en apprenant aussi la sonothérapie, je me suis laissée comment on appelle ça, je me suis laissé la capacité de modifier, voilà, encore plus mon soin pour travailler les fréquences, puisque ça, en fait, ça fait plus ou moins déjà partie de l'Ayurveda. Il y a un soin qui s'appelle Samvahan, qui est là pour travailler sur les différents éléments et la façon dont on touche et dont on fait vibrer, qui va aller travailler chacun des éléments qu'on a dans le corps et qui va permettre une guérison multidimensionnelle. C'est ce que tu as dit, hein. Vraiment, c'est un soin multidimensionnel. Et plus moi, en tant que thérapeute, j'apprends sur moi, plus je fais de la méditation, plus ce que j'ai remarqué, c'est que notre conscience, nous, de thérapeutes, elle va se transmettre à la personne. Et donc, la personne, elle va changer d'état de conscience par le fait que moi-même, je travaille. En fait, il y a une transmission d'énergie qui se fait. Et la personne, elle va commencer à avoir accès peut-être à une partie d'elle-même qu'elle n'a pas l'habitude ou voilà, et qui va être plus facile pour elle, puisqu'elle va être dans un état de réception et de relaxation. Et donc, moi, je dis que c'est quand même une espèce de yoga passif, de Shavasana, long Shavasana, où on va, des fois, quand on est au Shavasana, après avoir fait des postures, on est dans cet état entre l'endormissement et le réveil, on voyage, on est vraiment dans un lâcher-prise et c'est là qu'on a des inspirations. Et parfois, des gens, ils me disent, mais vous captez les choses ou oh, j'ai compris quelque chose grâce au massage. Parce que j'ai créé un truc sacré où ils se sentent en confiance, où ils relâchent. Et tout ce qu'on résiste dans notre corps, tu vois, toutes ces résistances, quand on les relâche, c'est pas que le physique qu'on relâche, c'est aussi toutes les autres corps, et ben elles peuvent venir plus facilement pour nous aider dans notre chemin de vie à capter des choses, à se rendre compte des choses, à prendre conscience d'eux. Ça va, c'est clair? Non, 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 non. Et moi, pour moi, de toute façon, je bois tes paroles parce que pour moi, ouais, quand je l'ai reçu, j'étais là, mais effectivement, c'était, comme tu dis, on est déjà en massage, déjà à la base, en massage bien-être. Il arrive souvent que on soit un peu en état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'on est là dans le corps, mais on voyage aussi. Mais là, tu as créé vraiment, c'est vraiment d'où le nom rituel. Et pour moi, pas massage, c'est vraiment parce que ça, ouais, moi, voilà, les cinq sens. Parce que ouais, c'était même à la fin, je crois que c'est un gaucha, un truc. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait un gaucha ou un truc comme ça, non? Non. Non, ben j'ai cru. Donc voilà, tu vois, voilà et tout. Mais j'étais, ouais, ça me nourrissait et en même temps, ouais, je faisais ça, je prenais conscience de pas mal de choses et dans certains massages où je m'endors, là, il y avait aucune envie de m'endormir, tu vois. C'est ça qui était intéressant et c'est ce que ça m'a rappelé un peu le massage tantrique que je pratique. C'est-à-dire qu'en général, dans les massages tantriques, les gens ne s'endorment pas parce que moi, je les accompagne avec la voix, avec la respiration, beaucoup la respiration. Alors moi, comme je dis souvent, moi c'est le massage pour moi en tant que masseuse c'est une méditation. C'est même j'appelle ça la méditation, le yoga du paresseux parce que tu ne fais que te laisser tomber sur la personne en étant en dévotion. Enfin voilà, c'est juste du coup magique. Donc j'ai retrouvé cette dimension tantrique dans laquelle t'as envie de rester là, même si tu pars, mais t'as envie de rester là parce que tu t'es venu faire sauter un truc, tu vois. Et moi, je sais que j'ai mon chakra du plexus des fois qui est un peu coincé, tu vois. Voilà, on a souvent des chakras qui sont plus ou moins voilà. Et j'ai senti qu'il y avait une réparation à ce niveau-là, tu vois. Et c'est pareil, j'ai bien aimé parce que euh, moi, par exemple, en tant qu'énergéticienne,
Il y a des gens qui s'attendent après un soin énergétique qu'on leur balance tout, quoi. C'est oui, mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Dites-moi tout. En tout cas, en Reiki, mon maître, elle m'a appris que on n'est pas là pour dire aux gens nous ce qu'on a ressenti. L'idée, c'est toujours de les ramener à eux, parce que si on est là en train de décrire les choses et machin et tout, on prend une sorte de pouvoir, une sorte d'emprise sur eux, et puis ils deviennent, tu vois, ils deviennent un peu tributaires de qu'est-ce que vous en avez pensé, alors que l'idée, c'est vraiment de les remettre au premier plan. Et c'est ce que j'ai aimé avec toi, c'est qu'à la fin, tu m'as dit allez, une ou deux choses, et c'était juste, pour moi, parfait. Tu vois, c'était juste parfait pour que je puisse me questionner, tu vois, par la suite, et aussi me dire, ah ouais, c'est vrai, effectivement, ouais, j'avais pas pris conscience de ça. Parce qu'il y a des gens, quand ils font des soins, tu sais, ils te bombardent, oui, alors il faut que alors, tu sais, les injonctions, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, moi j'ai vu que tu avais ça. Et là, ouais, c'est pas des trucs que j'aime, ça va pas avec ma pratique et même avec moi, ma déontologie. Et bon, on attire ce qu'on est aussi. Donc toi, c'était juste dans la même vibe de, voilà. Je ressens, mais j'en dis pas trop parce que c'est toi qui es au centre et c'est toi qui dois ressentir les choses. Donc merci par rapport à ça. Merci. Et merci de pointer ça parce que moi, en tant que thérapeute, j'ai eu ce syndrome où je voulais pas forcément tout dire, peut-être par manque de confiance. Mais il y a un truc où, en tant que thérapeute, on a besoin de se prouver. Et c'est une façon aussi déguisée de se prouver que on a bien compris, tout était juste et on veut sauver la personne. Et il y a toutes différentes choses de couleurs aussi là-dessus. C'est pour ça qu'on disait qu'un thérapeute, c'est pas non plus un super humain, mais c'est vrai que nous, on doit se questionner vraiment toujours à comment voilà, on partage. Et en même temps, il y a un truc qui est très important pour moi que j'ai repris. C'est ce que je ressentais, mais j'adore comment c'est dit. C'est Mama Medicine, qui est une américaine, qui dit Be your own healer. Tu es ton propre guérisseur. Et donc, nous, on est juste là pour tenir l'espace. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit, si on sent que la personne, des fois, on doit un peu la bousculer. Parfois, il faut savoir trouver la façon de faire. Ça fait partie, par exemple, en Ayurveda, on dit des fois, ils disent même le mot torture. C'est pas très sympa, mais ils disent, il faut vraiment bousculer les gens pour les réveiller. Donc, ça peut être assez difficile. Mais, parce que sinon, on reste dans le confort, on grandit pas, etc. Mais en même temps, il faut pas effectivement trop dire trop de choses. Et par exemple, là, je viens de faire un soin énergétique cet après-midi et j'ai demandé à la personne d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez ressenti? Elle était là en train de me dire, et vous avez ressenti quoi? Je fais non, je voudrais que vous me disiez d'abord ce que vous avez ressenti, et après, je vais vous dire, et je pose aussi la question, est-ce que vous avez ce problème? Au lieu de dire, vous avez ce problème. Est-ce qu'il y a un problème avec les relations? Est-ce que vous avez tendance à prendre des énergies des gens? Est-ce que pour que voilà, la personne se sente pas qu'on lui impose quelque chose, mais qu'on la questionne pour que elle se questionne. Voilà. Je pense que ça, c'est important. Il y a Hunter, donc il dit que de ouf, j'ai eu une expérience avec une constelleuse qui m'a dit des choses qui ne résonnaient pas. Je ne la sentais pas, je ne la sentais pas du tout juste. On est parti limite en débat sur ce que je ressens. Mais ça, c'est ce. Alors, je vais prendre des pincettes, mais gourou. Alors attention, gourou en Occident, c'est vu comme les gens qui se prennent pour des gourous. En Orient, le gourou, c'est comme le sensei au Japon, quoi que ce soit. C'est une relation de maître à élève. Donc maintenant, je reviens. Pour moi, les gens qui font ça, ils se positionnent en gourou. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce que toi, tu ressens. Je vais te dire ce que toi, tu ressens. Et comme vient de le dire le meilleur guide pour soi, c'est soi, en fait. Et ce que j'aime en plus dans le métier de thérapeute, et c'est pour ça que j'ai pas voulu être coach, parce que au début, il y avait des trucs de coach qui m'intéressaient, mais le mot coach, c'est, et c'est pas tous, mais coach, c'est je vais te dire ce que tu dois faire pour arriver au truc. Tu vois, on va le faire ensemble, mais je vais te dire. Le thérapeute, il est juste là, je vais juste t'accompagner. Voilà. Et moi,
je trouve que quand tu es thérapeute, ça t'enlève un poids énorme sur les épaules, tu vois. Comme j'ai encore hier, j'ai dit à un client, je n'ai pas de garantie de réussite à quoi que ce soit. Et c'est ça qui est cool. Voilà, c'est Mm. ça qui est cool parce que ça laisse la possibilité à la personne, c'est elle qui va avancer à son rythme. Et moi, je vais juste être là. Voilà. Alain Héril, mon prof en sexothérapie, il disait que le rôle d'un accompagnant, c'est cheminer avec la personne dans sa propre vie, en fait. Juste Mm. être là et cheminer au rythme de la personne. Voilà. Donc et nous, c'est de donner peut-être le mot, de mettre des mots ou des images, tu vois, et c'est ça qui fait toute la différence. Moi, je sais que dans mon travail personnel, de façon personnelle pour avancer, moi, le truc qui a toujours résonné, c'est des fois, bah, tu vas voir quelqu'un et puis il te donne le mot. Et ce mot-là, pour moi, il fait, Mm. tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il y a des trucs que je fais machinalement. Et ben, quand quelqu'un arrive à me donner le mot, le fait que je puisse accoler ce que je fais euh, euh, tout le temps, mais sans mettre le mot, ben voilà, il y a un truc en moi qui se fait waouh, ah oui, oui. Et là, quand il y a une prise de conscience, ben moi, pour moi, c'est là où à chaque fois j'ai avancé, tu vois, dans ma compréhension. Et pourquoi voilà enfin voilà, je discrédite pas vraiment les coachs, vraiment pas, mais cette histoire de voilà de fais ça et tu vas réussir à faire ça, bah non, parce on n'est pas linéaire quoi, tu vois, on a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien, tu vois, comme je dis souvent, apprendre sur soi, c'est l'histoire d'une vie, qu'on soit thérapeute, coach ou personne qui demande un accompagnement. Donc, il faut aussi se dire que la personne, elle va faire un pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, six pas en arrière, et genre juste être là à ses côtés. Moi, c'est ça en tout cas, ma perception du thérapeute, c'est être à côté, c'est pas être devant la personne, tu vois. Et donc quand je vois ça, voilà, que quelqu'un, tu sais, tu partages un truc et la personne te dit non, 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 tu sais pas ce que tu dis. Moi, je vais te dire ce que tu ressens. Il y a un truc qui est pas, voilà, qui est pas juste du tout. Et pour moi, c'est de l'ordre du gourouisme, comme on peut le voir en Occident. Et moi, qui viens du monde du tantra, j'ai vu beaucoup, enfin, je vois pas mal de gens qui, voilà, je sais, toi, tu ne sais pas. Donc, moi, quand quelqu'un commence à être comme ça, c'est puis, tu vois, on est dans un truc d'ego et salut, quoi. Voilà, c'est pas nécessaire, quoi. Ouais, c'est vraiment une question compliquée. Et par exemple, en Inde, tu écoutes ton gourou, quoi. Tu n'as pas de re-questionnement de ce que ton gourou te dit parce qu'il sait mieux que toi. Et c'est difficile, c'est parce qu'il y a des différentes mentalités, en fait, déjà, de base. Et il n'y a pas d'explication, par exemple. Il n'y a pas d'explication. On apprend et c'est comme ça. Et c'est bizarre parce qu'on a l'impression justement d'être plus dépendant. Mais en fait, comme on ne n'explique rien, on doit vraiment aller à l'intérieur de soi pour comprendre pourquoi on nous fait faire ce qu'on nous fait faire. Et c'est très difficile pour un occidental. Donc, il y a ce côté-là. Et je pense que vraiment un beau coach, on va dire, slash thérapeute ou mentor, c'est la Ouais, c'est personne ça. qui sait à un moment quand est-ce qu'elle va aller pousser un petit peu la personne dans ses retranchements, quand c'est juste et quand c'est pas juste. Parce que si, et savoir comment le dire évidemment, parce qu'effectivement, dire des choses et insister, ça peut avoir un effet particulier pour débunker quelque chose et ça peut prendre du temps, parfois des années. Exactement. Et la personne se rendra compte longtemps après. Et c'est la responsabilité du thérapeute de casser sa relation presque avec la personne qui le suit pour l'aider à avancer. Ça demande vraiment une maîtrise incroyable du thérapeute. Et au départ, quand on commence à être thérapeute, parce qu'on peut faire de des gros dommages sur la personne qu'on suit. Mais d'être vraiment dans une écoute et dans un amour de la personne qu'on suit. Vraiment, c'est l'accompagnant, c'est une histoire aussi d'amour avec quelqu'un qu'on accompagne, qu'on apprend à aimer, mais de la manière juste, pas en codépendance, pas en victime, bourreau, etc.
Et ça demande, c'est assez complexe. Ben moi, ce qui m'avait fait switcher, c'est quand j'avais commencé justement le Reiki. Quand j'avais commencé le Reiki justement avec mon maître, j'étais là, ouais, je vais faire des trucs comme ça, je vais pouvoir guérir les gens, sauver les gens. Elle m'a dit, alors là, excuse-moi, je vais t'arrêter tout de suite. Si c'est ça que tu es venu chercher, bah, ça sera pas chez moi. Et là, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, mais attends, des soins Reiki, tu machin. Surtout que j'avais testé et tout. Donc, le truc, voilà. Et elle m'a dit non, en fait. L'énergétique, et même, parce elle fait elle est thérapeute aussi, par plein de choses. Et donc là, je prends le côté énergéticienne. Et moi, ça m'avait mis une claque. C'est, sors déjà de ton histoire de je veux être le sauveur. C'est pour ça, quand tu as dit victime, gourou, effectivement, quand tu es en mode sauveur, eh ben forcément, tu es dans cette pyramide, en fait. Mm. À un moment, si tu es sauveur, à un moment, tu vas passer bourreau, parce qu'à un moment, tu vas croire peut-être bien faire et tu vas devenir bourreau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, elle m'a dit, l'énergétique, en tout cas, le Reiki, c'est je fais pour moi. C'est pour ça qu'on fait des autotraitements et que tu dois faire des autotraitements tout le temps. Comme un peu le yoga, tu dois en faire tous les jours et tout. C'est parce que tu t'en donnes à toi. C'est parce que tu te soignes toi. C'est parce que tu te guéris toi. C'est parce que tu comprends des choses sur toi que tu peux être capable ensuite d'accompagner ou de faire des soins, tu vois. Et encore mieux, elle me disait, le Reiki, c'est pour soi, encore pour soi et encore pour soi. Et s'il en reste un peu, tu peux donner aux autres. Et franchement, et je parlais juste toujours de mots justes, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, déjà, il faut que je travaille sur cette histoire de sauveur, hein, parce que moi, j'ai toujours été, voilà, je sauve les gens et tout, donc ça te met dans des histoires pas possibles, donc voilà, ça m'a, voilà. Et ensuite de dire, voilà, c'est d'abord moi, en même temps, on est dans une société où tout est pour l'autre, donc on nous apprend pas à prendre soin de nous. Et c'est là, c'était déculpabilisant de se dire, voilà, c'est d'abord moi, pour moi, par moi. Et ensuite, s'il en reste un petit peu, je peux en donner aux autres, tu vois. Voilà, c'est pas pour rien que c'est mon maître. Et que, voilà, quoi, parce que vraiment, la parole juste, la parole qui percute et qu'elle aurait pu, tu vois, comme certains ou certaines, non, non, tu vas payer ta formation et tu vois, les initiations. Elle m'a dit, non, 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 si t'es là pour ça, non, non, voilà, je refuse de te former, quoi. Donc, voilà, donc c'était, Voilà, exactement. C'est un super exemple d'intégrité, en fait. C'est une question beaucoup d'intégrité, de dire que voilà, quand on est thérapeute, il y a certains alignements qui doivent être là. Et t'as dit que c'est en énergétique, mais c'est dans tous les types d'accompagnement. Voilà, moi je fais aussi du mentoring j'ai créé un mentoring de féminin sacré. Et dans tous ces espaces, que ce soit le soin, parce que moi, en tant que masseuse, quand je suis dans ma position de masseuse, j'ai du pouvoir sur toi, en fait. Donc, même si on parle pas, je peux très bien créer une truc de pouvoir sur toi de manière très subtile et cachée. Donc ça, c'est voilà super important. C'est pas que pendant la parole, c'est aussi pendant l'énergie, etc. C'est dans comme tu dis, pendant les soins de Reiki et souvent, évidemment, quand on travaille avec la parole, puisque la parole, il y a beaucoup de sens cachés, de mots, de choses qu'on peut utiliser, qu'on peut manipuler pour les thérapeutes. Mais je voudrais aussi dire une chose aussi sur les accompagner. Les accompagner, eux aussi, doivent venir à des autoréflexions. C'est pas parce qu'on est accompagné que on n'a pas à venir avec une certaine posture aussi, une posture de responsabilisation, une posture de se poser des questions. Évidemment, le thérapeute, il est là pour montrer le miroir, peut-être, attention, tu te mets en position de victime ou telle et telle chose. Mais moi, qui reçois beaucoup aussi, parce qu'en tant qu'accompagnant, je me fais accompagner tout le temps, la supervision, régulièrement. pour moi, ça fait partie du truc, la supervision. Moi, je sais qu'en sexothérapie, là, je me forme en constellation. Je sais que après, il y aura de la supervision. Pour moi, quand tu es accompagnant, thérapeute ou quoi que ce soit, bon, en massage, il y en a pas, mais pour moi, il faudrait quand même en créer. Et de la supervision. Tu es obligé, pour moi, et même pour avancer, progresser, voir où tu en es personnellement, c'est pas qu'au niveau de la pratique.
il faut se faire superviser, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, moi, je vois en tant que recevante comment je me positionne aussi en tant que recevante et comment je peux aussi avoir des positions toxiques. Et comment je reçois aussi, ben, j'accueille des choses qui me plaisent pas, des remises en question. Comment est-ce que je peux aussi parfois être dans une réponse infantile entre guillemets où je perds de ma puissance, mais ça vient aussi de moi. Enfin, pareil, encore une fois, c'est toute une danse. Voilà, c'est toute une danse. Euh, où on vient et dans beaucoup de choses de tantra que j'ai vu passer, hein, je vois des personnes et je trouve que c'est bien qui disent c'est pour vous cette thérapie si vous êtes dans tel et tel chemin, dans telle option de votre état. Et je pense que c'est important en tant que thérapeute de dire pour qui est-ce que c'est cette formation et pour qui est-ce que ce n'est pas cette formation. Parce que par exemple, en tant que thérapeute, si on est quelqu'un qui va travailler avec des gens qui ont déjà fait un certain travail sur eux, c'est pas pareil que pour des gens qui viennent juste de commencer et qui connaissent pas la théorie du sauveur, du bourreau, c'est pas du tout le même chemin. Et donc, en tant que thérapeute, on doit savoir avec qui on est prêt à travailler, avec qui on est moins prêt à travailler, et d'avoir cette honnêteté. Après, l'univers, il est bien fait parce que moi, dans ce que je fais, on attire vraiment l'énergie qu'on résonne. Je Ouais. sais que dans le cabinet où je suis, que ce soit en termes d'énergétique, on est 4 énergéticiennes, on n'a pas du tout les mêmes clients, tu vois. Vraiment, c'est l'univers, il est très juste dessus. En tant que sexothérapeute, j'attire pas les mêmes. J'ai des collègues, on n'attire pas du tout les mêmes profils. En tant que masseuse tantrique, voilà, voilà, j'ai une collègue qui a des difficultés par rapport à la clientèle, et donc ça m'a questionnée. Je me suis dit ouais, mais peut-être que voilà et tout, et je me suis dit bah non, finalement non, c'est pas ça, c'est comment toi t'es, comment ton énergie elle est, et je dis pas que son énergie elle est moindre que la mienne. C'est une histoire de vraiment de positionnement de qui tu es. Et l'univers est tellement juste qu'il va t'emmener les clients qui vont te faire travailler. C'est tout comme quand on est parent, on a les enfants qu'on doit avoir pour nous faire travailler. Ben, les clients, pour moi, c'est la même chose. Si je vais pas aller dans le détail de son truc, mais elle a, tu sais, elle attire des clients qui, quand elle dit quelque chose, ils n'écoutent pas. Donc en fait, malgré le fait qu'elle pose son cadre, donc c'est en massage tantrique, malgré le fait qu'elle pose son cadre, elle n'est pas entendue, Mhm. tu vois. Et, 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 et donc, elle m'avait appelé en disant, oui, comment tu fais face aux clients qui, malgré le fait que tu poses le cadre, ils t'entendent pas. Et moi, depuis que je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu. Et c'est une question de, pas oui, ma posture, elle est machin, c'est que je suis quelqu'un de très, très ancré. Donc, j'ai des clients qui me disent, ah ouais, avec vous, on n'a pas envie de déconner. Tu vois, parce que j'ai ce truc-là, voilà. Tu vois, mais même si j'étais à un autre degré, j'attirais des clients parce que ces clients ne sont pas forcément moins bien que les miens. Simplement, ils ont pas envie de déconner. Voilà, ils ont pas envie de déconner. Et ce que je dis, c'est ce qui est en fait, tu vois. Et comme je pose le cadre, après bon, j'ai été formée par une femme en massage tantrique, Joanne Charles, qui quand elle pose le cadre, le sait le cadre. Du coup, j'ai été une très bonne élève et dessus, voilà. Mais c'est pour revenir à ça, c'est ton positionnement. Et si ton positionnement, il n'est pas on est tous en chemin, parce que même en tant que thérapeute, on est vraiment tous en chemin. Et il faut juste se dire que par rapport à là où tu es là à l'instant T, tu auras des clients qui te feront bosser si t'es pas euh, droite, enfin pas droite, genre pas que les autres soient tordus, mais en tout cas voilà, quand tu as une posture de thérapeute, c'est un peu toi quand même le sachant quand même un peu. Et si l'autre sent que il peut prendre le lead sur toi, malheureusement, bah il va le faire quoi. Enfin, tu vois. Déjà dans la vraie vie, les gens le font, tu vois. Alors plus je parle de massage tantrique, donc ça est très bien le massage tantrique avec tout le côté sulfureux que ça peut avoir, voilà. Bah, si tu poses pas les cadres, bah, tu te retrouves dans des situations qui sont pas top.
J'ai eu, parce que j'ai créé un groupe de Facebook Tantra France pour tous, donc j'ai eu l'occasion de parler à des nanas qui ont carrément arrêté le métier de masseuse parce que justement, elles avaient beau poser le cadre, elles n'étaient pas entendues. Voilà, et ça les posait à. Il y en a une, elle a arrêté parce que après, elle avait peur d'aller au boulot. Voilà, elle avait vraiment peur d'aller au boulot. Voilà, et c'est voilà. Donc, je connais des psychologues dans la même vibe, tu vois, pourtant, voilà, psychologue, tu fais 5 ans d'études et tout, mais c'est une histoire de, il y a toujours une résonance entre qui on est à cet instant-là, entre ce qu'on a bossé et entre les clients qu'on va avoir. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Enfin, effectivement, l'univers, il change pas parce qu'on est thérapeute. S'il y a toute une question d'attirance, de miroir, c'est comme ça que l'univers travaille, hein, ou nous fait travailler. Et dans moi qui ai eu l'occasion tu m'as gentiment invité à tes sessions de modules pour apprendre les massages tantriques, des sessions merveilleuses que je conseille. J'ai vraiment vu comment, en fait, pour moi, tu es l'incarnation de la droiture, en fait, de ce que tu proposes. Et il n'y a pas possibilité d'aller dans des trucs pas clairs parce qu'il y a une telle clarté intérieure incarnée. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec le féminin sacré dans l'embodiment. Et la première qui en avait besoin, c'était moi. Donc c'est pour ça que je me permets maintenant de le faire parce que moi, quand j'ai commencé les massages, je me suis trouvée aussi dans des situations, en Australie en l'occurrence, avec des hommes qui voulaient des finitions. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. À chaque fois que j'allais pour un travail, il y avait toujours une histoire de finition pas claire, machin, qui était l'une de mes peurs. C'était l'une de mes peurs. Donc, évidemment, je l'ai attirée à moi. Et c'était pas parce que j'avais pas posé le cadre. C'est une question d'incarnation, de comment on met son énergie, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on dit les mots, si on va dire des mots, mais qu'on n'est pas vraiment dans la position avec son énergie, eh ben, ça peut aller dans tous les sens et on se retrouve à avoir des gens qui vont nous faire travailler ça jusqu'à ce qu'on comprenne comment poser l'énergie de ce que l'on met. Voilà. Et puis aussi, tu vois, moi, il faut se connaître intérieurement, c'est-à-dire que moi, mon chemin m'invitait à aller travailler avec les femmes. Et donc, quand on s'évertue à faire quelque chose qui finalement n'est pas aligné avec notre mission de vie, on se retrouve aussi dans des situations qui nous montrent non, c'est pas ça que tu dois faire, c'est pas les personnes avec qui tu dois travailler, ou peut-être que tu ne dois pas être masseuse tantrique, même si ça t'attire, tu as envie de le faire pour toi, mais peut-être que ce n'est pas ton vrai chemin de vie. Et tout ça, c'est des questions à se poser en tant que thérapeute. C'est ça. Bah, il y a des amis et collègues qui ne masquent des femmes. Voilà, même en massage, même en. Salut Hunter, je dois vous laisser. Merci beaucoup pour le partage de vos expériences. Salut. Merci beaucoup pour ton partage. Que ce soit en massage bien-être, c'était voilà, j'ai une collègue dans le cabinet où je suis que je partage, elle ne masque des femmes. Voilà, elle a choisi parce que justement au niveau des hommes il y a des machins et tout donc elle a choisi des femmes et c'est pas prise la tête et voilà, j'accompagne les femmes et justement elle le fait très très bien. Donc effectivement quand il y a des trucs qui sont pas pour soi aussi, faut pas lutter non plus quoi. Voilà, il y a des trucs qui voilà. Et pour en revenir au stage d'initiation découverte en massage tantrique, je suis encore plus stricte au niveau du cadre. Pourquoi? Parce que le tantra, c'est le comment ça s'appelle? C'est la porte à plein de choses. Voilà. Surtout le tantra, le néo-tantra, c'est on s'imagine, on n'est que dans les projections. Oh là là, ils vont faire des gangbangs, enfin voilà, que des trucs, voilà quoi. Donc moi c'est important ah oui, non, pour moi c'est important de poser un cadre et t'as bien vu que en posant un cadre bien ferme, eh ben vous avez ce cadre-là et vous pouvez vous éclater à l'intérieur parce qu'il y a quand même une certaine liberté, tu vois. Et c'est là qu'on revient dans cette histoire de Shiva Shakti. Donc, tu as bien mis ton Shiva en position, il est ferme, routé,
Et à l'intérieur, la Shakti peut s'éclater. Exactement. Et vraiment, j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très incarné. Ça reprend, je reprends en mai, juin, juillet, donc c'est des modules en week-end, en non résidentiel, en week-end sur Paris, dans le 18e. Et donc ça reprend au mois de mai. Et voilà, donc pour ceux qui ont vécu l'expérience, franchement, quand on dépasse tu me diras, Ludivine, mais le massage tantrique, ça fait s'interroger sur soi et non pas s'interroger sur la sexualité, contrairement à ce qu'on peut croire, mais ça fait s'interroger sur soi, sur qui on est, quoi. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est ça que j'ai aimé, moi, dans le massage tantrique. Alors, moi, déjà, si vous avez eu un massage avec moi, vous verrez que le massage tantrique, c'est connecté, parce que l'Ayurveda et le Tantra, on soit dit en passant, c'est la même tradition. Euh, oui, ça fait travailler sur soi, ça fait travailler sur, on va dire, le désir de la vie dans son ensemble, voilà, qui peut inclure la sexualité, qui inclut les cinq sens, qui inclut, euh, voilà, quand on touche une partie du corps qu'on a moins l'habitude, et pas forcément les parties sexuelles, j'entends là. Euh, Comment est-ce que je réagis, Mm. moi, intérieurement? Quelle projection je fais par rapport à ça? Par rapport à la personne qui me masse, par rapport à moi-même? Euh, Si par exemple, enfin, il y a plein de choses en fait qui peuvent remonter à la surface et qui nous font travailler sur nous-mêmes. Et moi, la première qui ai quand même fait un petit peu des stages, des machins, je m'étais fait des idées, mais j'avais besoin justement de me confronter à ça et j'étais superbement accueillie. Mm. Oui, effectivement, je vois quelqu'un qui écrit quelque chose. Le Euh, le tantra indien se fait en couple et en couple uniquement dès lors où on le pratique en groupe ou en stage relève du néo-tantra. Bah, j'ai envie de dire, le tantra indien se pratique en couple enfin en couple. C'est pas inné chez les Indiens non plus de savoir faire du tantra ou du massage tantrique. Ça s'apprend. Donc ça s'apprend bien quelque part. Donc ça s'apprend quand même dans des stages. Et les stages, l'idée du stage, c'est pas de faire du one-one. Voilà, c'est d'être en groupe. Voilà. Tout comme quand tu vas tu vas te former au yoga en Inde. Eh ben, c'est pas one-one, c'est en groupe, tu vois, et c'est pas pour autant que c'est du néo-yoga. Après, le tantra, et le tantra, c'est pas, comment dirais-je, le tantra, c'est pas le massage tantrique. En fait, il y a plein de choses dans le tantra. Le tantra, c'est une spiritualité multimillénaire. Donc, le tantra indien se fait en couple. Non, le tantra, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est comment on voit la vie. C'est une spiritualité. Donc, c'est pas que dans la sphère du couple. Le tantra, c'est déjà, c'est déjà une spiritualité de non-dualité. Ça te fait travailler sur plein de pans de ta vie. Ça te fait ralentir sur des choses. Ça te fait avoir des prises de conscience. Ça te fait aller dans tes ombres. Voilà, ça te fait avancer. Voilà. Et parce que tu changes dans ta globalité, eh ben, ta sexualité s'en retrouve changée. Mais c'est pas l'inverse. Donc, faut pas ramener le tantra au couple. Faut pas ramener le massage tantrique au couple. Parce qu'en Inde, le massage cachemérien vient de comment s'appelle de la région du Cachemire et c'est quand même donné par des gens et c'est pas donné que dans les couples. Enfin, après toi, dis, t'es parti en Inde plusieurs mois. Les Indiens que tu as rencontrés, bah voilà, ils t'ont pas dit ouais non non, mais nous le massage tantrique c'est qu'on coupe. Enfin, ça fait pas voilà. Dis-moi, mais alors, je sais, en fait, à un moment, j'étais justement avec un cachemérien, soit dit en passant, qui donnait effectivement des soins tantriques, qui n'étaient pas en couple, à des femmes plutôt. Après, on peut voir il était très sympathique. Je ne sais pas ce qu'il proposait au-delà de vendre ses pierres. J'étais pas forcément intéressée plus que ça, mais semble-t-il, il a une formation
tantrique et avec les pierres dans le Ladakh, tout à fait conforme. Je n'ai pas eu la possibilité d'aller plus loin dans la conversation, mais en tout cas, je sais qu'il ne faisait pas ça avec sa femme vu qu'il n'avait pas de femme et qu'il faisait ça avec d'autres personnes. Après, ce que je connais, de ce que j'ai cru comprendre, et c'est pour ça que c'est important de toujours redéfinir de quel type de tantra on parle. Moi, mon gourou de tantra, il fait pas de massage, il fait même pas de asana. C'est des mudras, donc les gestes avec les mains. C'est surtout des vibrations, donc des mantras. Mantra, puja, donc cérémonie. C'est comme ça qu'on travaille. Il y a rien d'autre. Et lorsque il y a des couples qui sont dans la même lignée tantrique, le gourou va leur donner un mantra pour qu'ils travaillent ensemble leur corps énergétique, puisqu'ils ont des relations sexuelles ensemble, pour pouvoir impuissancer. Et il est conseillé de le faire pas avec 36 000 personnes, mais avec ta personne. Parce qu'on travaille des champs énergétiques puissants qui fait que si on est polyamoureux ou que qu'on n'est pas en couple, ça peut avoir des conséquences pas très bonnes sur son champ énergétique. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu et c'est ce que j'ai entendu. C'est pour ça que c'est conseillé de le faire avec une personne avec qui on a des relations sexuelles récurrentes et plus ou moins uniques parce qu'on travaille la vibration. Et donc, comme c'est des trucs très puissants, pour eux, on fait pas n'importe comment, n'importe quoi, parce que c'est comme quand on monte la Kundalini d'une manière qui est pas juste, on peut avoir des répercussions négatives au lieu de positives. Donc du coup, il y a un cadre, mais c'est pas pareil que effectivement le bien-être et les massages. Et puis je sais pas du tout, je n'ai jamais été en face de quelqu'un qui fait du cachemérien, mais si j'imagine que si c'est un thérapeute, c'est quelqu'un qui a de l'intégrité, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui et qui sait ce qu'il fait, tout comme quelqu'un qui fait de l'Ayurveda, etc. Il va pouvoir vous aider, ou quelqu'un qui fait de l'énergétique. Mais bon, là, je vais un petit peu... mais voilà, c'est ce que je peux dire de ma connaissance. Je suis masseuse tantrique, donc je masse des hommes et des femmes. Donc je masse pas des compagnons, hein, voilà. Mais ma formation, elle a duré. J'ai fait du tantra et du massage tantrique. Ma formation, elle a duré plus d'1 an et demi. Voilà, je me suis pas levée comme ça et tout. Et en même temps, j'ai pris conscience. Et en même temps, j'étais en cursus d'énergétique et tout. Donc j'ai une conscience très élevée de faut pas aller avec 10 000 personnes. J'ai rien contre le polyamour. Euh, mais énergétiquement, sexuellement, le ventre, les pieds, les mains, le sexe sont des portails énergétiques. Donc, tu me contrediras pas, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Donc, si tu vas mélanger ça avec tout le monde, eh ben, potentiellement, eh ben, tu gardes des mémoires de certaines personnes et ainsi de suite. Des fois, il y a des gens, vous faites l'amour avec cette personne, vous vous sentez extrêmement fatigué, vraiment extrêmement fatigué. Vous avez l'impression qu'elle vous vide. Voilà. Eh ben, c'est une énergie qui passe, en fait, qui est aspirée. Donc, il faut faire pas attention, mais il faut être en conscience de ça. Juste le savoir. Et maintenant, effectivement, quand je masse des hommes, je ne suis pas nue. Donc voilà déjà voilà le truc. Que ce soit sur table ou en cachemire, je ne suis pas nue. Et comment ça s'appelle? Avant de masser, je prépare ma salle. Tout comme je prépare ma salle quand je fais de l'énergétique. Je prépare ma salle en général, énergétiquement parlant. Et une fois que le massage est terminé, comme en énergétique, comme en Reiki, enfin voilà. Après, ce qu'on fait en énergétique, je le fais tout le temps dans ma vie, quoi. Donc voilà, je prépare, je fais appel au guide, je fais appel à mon guide d'incarnation, je fais appel à mes dieux et déesses, je fais appel à mes ancêtres, parce qu'en fait, quand je vais être en dévotion, que ce soit en sexothérapie, en énergétique, en massage tantrique ou en massage bien-être, je peux pas compter que sur mon énergie, je ne suis que humaine. Donc du coup, je prends la puissance de l'univers et des gens qui sont là derrière moi. Voilà. Donc euh, et en même temps, c'est ce que je vous ai dit même en stage, je ne fais que un massage tantrique par jour. Je m'amuse pas. Enfin, voilà. Les gens ils font ce qu'ils veulent. Et moi ma pratique c'est un parce que ça demande pour moi de l'énergie. Euh, euh,
ouais, ça demande de l'énergie. Donc moi, ça se compose comme ça. C'est pas la personne, elle vient et voilà. Il y a une heure de temps de parole où je vais faire des exercices de visualisation, de tirage d'oracle, de mantra, voilà, plein de choses. Et ensuite, il y a le massage en lui-même, voilà, parce que quelqu'un qui vient au massage tantrique, une femme et un homme ne viennent pas pour les mêmes choses. Entre deux hommes, c'est pas les mêmes choses pour lesquelles ils viennent. Et comme j'ai été claire sur ce qu'était le massage tantrique et ce que n'est pas le massage tantrique, les hommes qui viennent pour se faire masser, ils viennent pas pour avoir des finitions. Ils viennent pour ressentir les choses autrement. Voilà. Il y a des hommes qui viennent parce qu'ils souffrent d'éjaculation précoce, pas mal de choses. Des femmes qui viennent pour du vaginisme, des femmes qui viennent parce qu'elles ont subi des abus. Enfin, voilà, il y a plein de trucs divers et variés. Pourquoi on vient au massage tantrique? Là, la semaine du 13, je vais former un couple en formation privée, justement, pour leur apprendre, se sont offert ce cadeau pour la Saint-Valentin, pour leur apprendre à faire un massage tantrique. Et ça ne sera pas que le massage tantrique qui sera enseigné, c'est tout ce qui va avec. Le tantra, ça passe, comme tu l'as dit, par de la respiration, par de la visualisation, ça passe par le son. Donc c'est la sexualité tantrique, c'est pas déjà elle se fait limite sans pénétration, c'est vraiment la fin du fin. Et encore, peut brasser des trucs pendant des jours, des jours, des jours sans pénétration. Donc ça t'emmène dans une sphère autre. Voilà. Donc, bon, les gens qui savent pas, ils ont pas idée, mais ça vous emmène dans des espaces de fou. Donc, on peut pas juste limiter ça à du sexe, parce que c'est pas du sexe. Donc voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, c'est un thérapeute. Vous allez chez lui, dans son cabinet, il a préparé. C'est pas il arrive en même temps que vous et tout. Il a préparé non seulement sa salle, mais il a préparé énergétiquement sa salle. Mm. Et quand vous allez partir, il va pas que nettoyer en frottant sa table de massage ou son truc, il va nettoyer aussi énergétiquement. Donc voilà. Et lui-même aussi, il va se nettoyer. Exactement, exactement. Mm. Il y a même Ouais. Talisman qui dit on est beaucoup à circonscrire les modèles spirituels aux rituels. Le tantra est une philosophie de vie complète. Exactement, exactement. Moi, comme je dis souvent, et c'est pour ça que dans les stages de tantra, je vous avais dit que le tantra, même le stage de massage tantrique, c'est pas dans le confort de notre stage, de notre petite bulle, dans notre petit système qu'on est en train de créer. Le tantra, ça se vit au quotidien. C'est comment je ramène le tantra dans ma vie. C'est ça être tantrika, c'est ça être spirituel. C'est pas aller dans des stages, se perdre dans une multitude de stages. C'est comment tout ça je le ramène dans la vie, parce que c'est dans la vie réelle qu'on est. Voilà. Donc c'est ralentir. On va supra vite. C'est ralentir, c'est s'accorder des temps. C'est aussi de la discipline. Moi, je parle de discipline de bien-être. Là, par exemple, il y a quelque temps, j'avais laissé un peu eh ben, je reprends cette discipline de prendre soin de moi parce que c'est important. C'est important, vraiment. Ouais, ouais. C'est, je suis tout à fait connectée à tout ce que tu dis par rapport à ça. Je pense que c'est très, très important de comprendre cette sphère du tantrisme comme quelque chose de complet. Et c'est ce que j'ai aimé dans le premier niveau, hein, parce que toi, tu fais le premier niveau pour l'instant. Et puis, plus la personne, elle se sentira appelée, plus elle pourra aller en profondeur pour étendre cette capacité qui passe aussi par le toucher. Voilà, justement parce que le tantra ne met rien de côté. Il embrasse tout. C'est pour ça que la sexualité, comme d'autres choses, ça fait partie de ces choses-là. Mais en même temps, on a, par exemple, moi, je sais que dans une des traditions que je connais, même si il n'y a pas du tout de entre guillemets, enfin, ils savent très bien que, enfin, il y a 3 strates sur tous les sutras de tantra sur le sexe, mais ils vont travailler des points énergétiques, des points marma avec le son au devant de la yoni parce que qu'est-ce qu'on worship, sur quoi on est quand on fait du tantra, on est devant un lingam et une yoni, un sexe d'homme en érection, un vagin ou un utérus de femme, parce qu'on sait que c'est là commence tout, toute la vie, tout le potentiel de vie.
Et donc, c'est juste aussi avoir une vision différente de ce que c'est l'énergie sexuelle et la créativité, en fait, tout simplement. C'est pas juste de la masturbation, du plaisir, du voilà, c'est revisiter tout ça et le revivre dans sa pureté, en fait, un peu dans sa pureté. Retrouver la pureté. Parce que quand on va en Inde, qu'est-ce qu'on voit dans les temples? Des femmes avec les jambes ouvertes montrant leur yoni. Mais voilà, que les enfants, les vieux, tout le monde voit ça. On sait que c'est une façon de montrer le divin se trouve dans notre yoni. Moi, c'est aussi ce que j'enseigne dans mon mentoring. C'est de rappeler que nos ancêtres sont dans notre yoni, nos divinités sont là aussi à l'intérieur de notre yoni. Et c'est la symbolique. Et d'ailleurs, c'est pareil, j'ai écouté des choses sur les Kamites égyptiens, c'est pareil en fait. Ils parlent du sexe d'Osiris, tout ça, et du clitoris de Isis. Tout ça, c'est un retour à comprendre que ces parties-là sont très importantes et elles sont vues et dans une dévotion pure en fait. Exactement. C'est ça qui diffère avec la mentalité occidentale. C'est que on va dans des projections, on va vulgariser des trucs, alors que bah, tu prends effectivement que ce soit les Kémites, les Indiens, et même au Japon, il y a une fête avec des sexes d'hommes qui sont vendus et tout ça. Et c'est la vie en fait. C'est vraiment la vie dans toute sa vigueur et pas la vie pour faire des trucs. Enfin voilà. Quoi. Je trouve ça et je trouve tellement dommage de réduire la sexualité à juste un truc basique alors que l'énergie sexuelle, tu peux en faire tu peux transmuter des choses, tu peux manifester des choses, tu peux, euh, ouais, même dans la culture ayurvédique, les yogis, ils font de la rétention séminale, c'est dire le truc, parce qu'on considère que le sperme de l'homme, ça a une qualité quasi magique. Donc le fait de faire cette rétention-là, ça va les amener à autre chose. Quand tu ramènes ça en Occident, eh ben, quand on prend des sportifs, on leur dit voilà bah, de pas avoir de relations sexuelles parce que quoi ça va booster la testostérone mais c'est tellement plus que ça aussi les artistes les danseurs les voilà ils utilisent leur énergie sexuelle pour créer des choses donc c'est tellement dommage de ça juste s'arrêter à ça quoi donc c'est et dans les stages de massage tantrique que je propose il y a il y a du massage certes mais il y a de la danse et c'est pas de la danse genre on se frotte tout nu. Hein, tu peux confirmer que vous étiez habillé dans les trucs et que voilà, il y a une logique dans dans ce qui est amené. C'est même la danse. C'est tout vient de soi. Moi, je fais d'abord danser toujours tout seul pour que les gens ils comprennent le mouvement, ce truc, parce que nous, par exemple, en Afrique, on sait que tout part du corps, on sait que tout part du bassin. Donc, les gens, je veux qu'ils comprennent ça. Ensuite, et c'est aussi une philosophie, c'est d'abord tout vient de soi. Voilà. Et ensuite, tu vas vers l'autre. Et quand tu vas vers l'autre, c'est y aller avec cette connexion ou cette répulsion, aller avec ce consentement ou ce non-consentement, et ainsi de suite. Donc, même à la fin, je vous avais fait faire du haka, donc on, est, on est loin du collet serré et tout ça. Donc voilà, il y avait aussi de la théorie, parce que le massage tantrique, ça vient du tantra, donc c'est d'abord la base. Donc moi, je propose de la théorie avec des propositions de livres. Et la théorie, je la propose pourquoi? Parce que, encore une fois, comme j'ai dit, le tantra, ça doit être amené dans ta vie quotidienne. Ça doit pas rester dans la petite bulle, en fait. Donc voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai reçu cet enseignement. Après, comment moi, je l'ai personnalisé, on co-anime avec Frédéric. Et c'est comme ça que nous, voilà. On apporte le massage tantrique et on apporte le tantra aussi. Voilà. Oui, merci. Il y a un truc qui m'est venu quand tu parlais. On m'a montré une vidéo je sais pas d'où il venait, mais bon, c'est un peuple indigène où l'homme, il met quelque chose devant son sexe et c'est un sexe en érection et ils dansent tous ensemble dans les cercles, en cercle. Et ça montrait, c'est un aspect tantrique en fait, où l'homme montre voilà sa puissance et c'est pas du tout sexuel. Il n'y a pas de recherche et c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est pareil chez la femme, le twerk. En fait, j'ai appris au fur et à mesure que c'est une danse africaine
Et C'est ça. j'en ai parlé aussi avec un ami ougandais qui me dit, ah oui, nous, dans nos célébrations de fertilité, C'est ça. les femmes remuent leurs fesses parce que c'est C'est vraiment ça. ce qui permet en fait de bouger le prana à l'intérieur des parties génitales qui amènent de la fertilité. Et on le fait comme ça, presque nu devant les hommes, et il y a une retenue. Ils sont pas là en train de. Et c'est ça, cette naïveté, cette pureté en fait, de voir que ben voilà, ce sexe, il est là, il a son rôle, tout comme d'autres parties du corps. Voilà. Et cette façon de vivre, c'est aussi quand tu as eu des traumas, notamment des violences sexuelles ou quoi, on dit qu'il faut faire partir ça en bougeant justement le bassin. Vraiment, c'est important. Moi, je sais que j'avais une copine qui twerkait beaucoup, 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 beaucoup. Et elle me disait quand je me sens pas bien, elle connaissait pas tout ça, mais quand elle se sentait pas bien, elle me dit le fait de faire ça, ça me fait partir des trucs. Donc, à force de rechercher, parce qu'effectivement, dans plein de cultures, dans plein de cultures africaines ou même afro-caribéennes et tout ça, tu vas au Brésil, machin et tout, c'est pas juste de la danse pour faire beau, non, c'est vraiment ça nous permet de lâcher les choses et en même temps ça nous permet de nous ancrer à la terre. Parce que vous remarquez en Mm. général, sans se faire les sauvages, mais il y a ce côté où on prend la terre, on est pieds nus, il y a une reliance et on danse avec le bassin, voilà. Tout comme quand tu pars en Inde avec cette histoire de checking. Le checking, ça permet d'enlever les traumas, en fait. Voilà, et donc c'est des pratiques à ramener. Moi, l'idée, c'est de ramener ça dans le quotidien de chacun et de faire en sorte de s'approprier les choses. Et comme disait Human Talisman, une belle façon de sacraliser nos vibrations internes. Ouais, ouais, c'est ça. L'idée, c'est ouais, d'essayer de sacraliser au maximum tout ce qu'on fait. Tout à l'heure, au début, tu parlais justement de la médecine ayurvédique. Même pour la nourriture, même si on va pas dans tout ça, quand on va manger, il y en a qui prient parce que voilà, on bénit le truc. Ben non, d'une certaine façon, quand on bénit ce qu'on va manger, c'est pour faire monter la fréquence et de remercier aussi les ancêtres et tout et tout. Donc c'est sacraliser chaque moment en fait, chaque moment de ce qu'on peut faire quoi, dans la vie. Ouais. Et j'aime le fait que tu parles que c'est dans toute la vie et c'est pareil en yoga en fait. Parfois on a l'habitude de faire une séparation entre les deux quand on est sur son tapis ou en méditation et on oublie comment appliquer ça dans la vie et c'est important pour être un tantrika, une yogini, une ayurvédiste, une cérémonialiste ou je ne sais quoi de pouvoir voilà consacrer et appliquer tout ça dans la vraie vie et voir comment quand on va voir un thérapeute il est là aussi pour nous aider à voilà ce qu'on travaille ici c'est pour que tu puisses le faire aussi par toi-même après comment est-ce que tu vas changer tes réactions à des choses que tu as l'habitude de réagir d'une certaine manière c'est tout ça, quoi. Et il y a une bonne nouvelle à ça, c'est que c'est l'histoire d'une vie de changer, c'est parce qu'on évolue et donc, comme je dis souvent, justement dans ces fameux un pas en avant, trois pas en arrière, c'est toujours rester dans un minimum de bienveillance envers soi, en se disant qu'on est un apprenant de la vie et ça c'est très très important, un apprenant de la vie. Donc même si tu fais pas les choses comme tu es censé faire parce que tu es tantrika, tu es yogini, tu es je sais pas, tu es kémite, ben c'est pas grave en fait parce que demain il y a une phrase qui dit faire de son mieux possible, tu vois, de faire de son meilleur possible. Et c'est pas grave si tu fais pas si t'as pas atteint tout ce que tu veux faire parce que tu auras fait de ton meilleur possible et demain est un autre jour donc le jour suivant tu referas de ton meilleur possible. Donc si tu observes parce que je sais qu'en Reiki on a les 5 idéaux Reiki, c'est juste pour aujourd'hui je me libère de toute colère. Moi la colère c'est une de mes meilleures amies à la base. Donc voilà. Donc, le soir, quand je me le redis juste pour aujourd'hui, bah alors, c'est quoi mon bilan de juste pour aujourd'hui, je me mets pas en colère. Est-ce que tu t'es mis en colère? Bah, des fois, ça m'arrive. Et des fois, c'est pas des colères tournées vers quelqu'un, c'est des colères tournées vers moi parce qu'on se dit souvent c'est vers l'autre et tout. Il y a des colères que je retourne vers moi et être dans ce truc là, c'est de me dire aussi ah ok aujourd'hui ça n'a pas été ok, mais c'est pas grave. Ok, j'en ai pris conscience. Et le fait d'en prendre conscience
et de t'aimer un minima pour pas se flageoler comme on aime bien le faire, ben, je sais que demain, ben, je ferai mieux. Et franchement, du moment qu'on met une intention, euh, il y a quelque chose de magique qui se produit. Donc, voilà, quoi, c'est pas, voilà, c'est, en faisant cette série-là aussi avec vous toutes, c'était aussi de dire, j'aime bien parce que vous avez une façon, bah, qui sort un peu des sentiers battus de ce qu'on peut voir de l'accompagnement du féminin, machin et tout et tout. Voilà, c'est pas cucul et praline, c'est pas faut agir d'une certaine façon, c'est comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est spirituel, c'est dans la vraie vie. Donc dans la vraie vie, c'est challenging, t'as la belle-mère, t'as les enfants, t'as le mari, t'as voilà, le collègue casse-couille. C'est à ce moment-là en fait qu'il faut mettre en pratique tout ce que tu auras payé comme accompagnement, payé comme stage de tantra. Voilà quoi. C'est surtout ça l'idée. Donc je voulais vraiment être déculpabilisante par rapport à tout le monde et se dire on est humain, on est humain, on est humain. Donc on fait le seul truc qu'il faut se dire c'est essayons de faire du mieux qu'on peut. Et c'est juste ça l'essentiel. Ouais, ça c'est, je pense que c'est l'important et c'est peut-être l'invocation que tout thérapeute peut se faire. C'est voilà, aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Je demande à faire de mon mieux lorsque je vais toucher cette personne. Est-ce que je vais lui parler? Est-ce que cette personne va me donner sa confiance? Est-ce que je peux faire de mon mieux? Et si parfois ça peut arriver que c'est pas assez, ben j'ai appris quelque chose, j'ai ressenti je peux envoyer une prière, voilà, ou si on voit pas si on voit pas la personne après, ou voilà, faire un monde honorable pour voilà rectifier un petit peu quand on a besoin, parce il faut trouver la juste vulnérabilité, voilà, en tant que thérapeute. Et je voulais aussi te remercier d'avoir dit que quand on fait un soin, c'est pas juste 1 heure, non. C'est pour ça que c'est aussi parfois cher. Et c'est pour ça que vous avez des bons soins de qualité par rapport à d'autres. C'est que euh, vraiment, on prépare la salle, ensuite on vous rencontre et ensuite on nettoie. Et quand on fait un massage d'1 heure, c'est pas 1 heure, c'est 1 heure et demie, 2 heures, vraiment de notre temps, sans parler des déplacements. Euh, et, euh, et par rapport, voilà, nous on touche des énergies. Notre travail, c'est de savoir les transmuter plus facilement que les autres. Mais c'est vrai que même pour nous, parfois, ça peut être, en tout cas, au début pour moi, c'était challengeant et c'est ce que j'entends aussi de mes collègues. C'est pour ça que c'est vrai que c'est important que les gens prennent conscience de ce que c'est une énergie, de ce que c'est l'hygiène énergétique, que ce soit en sexualité ou pas que en sexualité, parce que l'hygiène énergétique, ben c'est comme notre hygiène physique, voilà, tout simplement. Et on prend constamment de notre aura, des choses qu'on touche, des gens, des fréquentations qu'on a, des lieux où on va, des discussions qu'on a, et c'est encore plus prégnant dans le cadre d'un soin parce qu'il y a une ouverture spécifique qui se fait. Et voilà. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point c'est un travail de dévotion important. Voilà. Moi, je verrai pas. Enfin, moi, voilà. Après, c'est bien que tu l'aies posé. Justement, moi, je vois pas je vois pas que ce que je pose comme prix est cher. C'est que et peut-être parce que avant, voilà, avant, quand je devais faire des formations, je me suis jamais formée. Voilà, je me suis formée très tard, très très tard, parce que pour moi, mettre de l'argent sur moi, c'était voilà, j'avais autre chose à faire. J'avais les enfants, j'avais machin, j'avais voilà. Et quand j'ai commencé justement tout ça, j'ai mis des sommes d'argent, vraiment, des sommes d'argent. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait pour payer, mais ce que j'ai payé, je suis fière. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent que j'ai investi sur moi. Et réellement, ça, je vous parle en tant que personne, pas en tant qu'accompagnante ou quoi que ce soit, c'est en tant que personne. L'argent que j'ai investi sur moi, euh, il m'a amené là aujourd'hui. Et cet argent, je l'aurais pas mieux dépensé ailleurs. Voilà, c'est ça que j'ai compris aussi. Parce qu'avant, je comprenais pas cette histoire de tu payes des stages, tu machin et tout et tout. Donc, du coup, quand j'ai fait, par exemple, cette école de massage tantrique,
J'ai fait une école, en plus, moi, j'ai fait tout en même temps. On fait un triple cursus, allez, on a l'énergie pour le faire, et puis on est un peu fêlé aussi. Puis moi, je suis quelqu'un de passionné, donc voilà. École d'un an et demi, école d'un an, parcours de 2 ans en énergétique et tout. Hop, l'argent que ça a là, voilà, plus de 10 000 euros, hein, je vous le dis, hein, près de 20 000 d'ailleurs. Mais je regrette pas un chouïa. Donc, ce qui fait que par rapport à la notion d'argent derrière, ouais, formation de sexothérapeute et tout, constellation et tout, bref, qui fait que quand je dois tarifier mes prestations, j'ai aucun, euh, je, 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 je donne le prix juste de ce que je vaux, je donne le prix juste de ce que je vais donner. Voilà, je ne fais pas de massage d'1 heure. Je fais des massages en bien-être, j'ai même dit massage bien-êtrologue personnalisé, mais l'univers est très bien fait parce que j'en fais de moins en moins et j'ai que des massages tantriques. Parce qu'en fait, le massage tantrique, c'est 1 heure et demie, c'est 2 heures. Et moi, justement, même en massage d'1 heure, en bien-être, je faisais pas recto verso parce que je suis pas un spa, parce que je suis pas un truc où je prends 10 000 clients. J'ai toujours pris très peu de clients parce que quand je me mets sur quelqu'un, je me mets en dévotion, mais vraiment. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand vous venez en massage tantrique ou même en rituel avec Di, moi, quand je suis venue, on n'est pas resté 1 heure et demie, 2 heures. Vraiment, il y a un temps. Donc, il y a une bulle, il y a une parenthèse. Donc, cet argent, c'est l'argent que vous allez investir sur vous pour cette parenthèse. Donc, on peut trouver ça cher, mais en même temps, on n'oblige pas. Moi, par exemple, sur mon site, j'ai toujours dit l'argent est une énergie. Voilà. Donc, les demandeurs d'emploi, les étudiants, si vous avez des difficultés financières et tout, on peut en parler, on peut étaler. Enfin, bref. Mais je ne fais pas des prix bas parce que ça pourrait être cher. Non, parce que ce que je vais proposer, c'est déjà 3 heures, 3 heures et demie, donc c'est long. Quand vous ressortez de là, bah voilà. Et je sais que les effets vont durer dans le temps. Voilà, que ça va vous amener. En général, il y a des choses qui se passent et tout. Donc, si j'avais pas fait ces formations-là, j'aurais pas pris conscience. J'aurais été encore dans mon syndrome de l'imposteur. Et là, c'est vraiment moi. Je parle pas de toi, dit, mais mon syndrome de l'imposteur de ouais, je veux pas faire trop peur. Maintenant, l'argent que j'ai investi sur moi, là, pour me former, c'est la valeur que je me suis donnée. Et la valeur que je me suis donné une valeur très chère, enfin très chère, une haute valeur, voilà. Et donc, du coup, le tarif que je donne, c'est le tarif que je vais donner en service. Parce que je sais pas faire autrement, parce que je sais pas faire dans la demi-mesure, parce que je donne de l'amour et dans mon temps d'échange, je mets ma casquette de thérapeute, de sexothérapeute, de même de constelleuse. Quand il y a le temps de parole, je prends plein de casquettes, je suis dans une écoute active. Donc on fait pas mal de choses. C'est pas juste la personne, elle se met là. Il y a vraiment un échange. Ensuite, il y a les 1 heure et demie ou 2 heures. Ensuite, la personne, moi, j'aime bien avoir la petite tisane. J'ai vu que dit, tu faisais la même chose. La petite tisane, tu vois, le truc. Et puis, la personne, si elle a encore besoin de déposer, ce qui arrive souvent, parce qu'elle a envie de déposer ce qu'elle a vécu, voilà. Donc, c'est 3 heures, 3 heures et demie. Donc, le prix, il est juste. Le prix, il est juste. Si, et j'ai remarqué que si j'avais pas mis le prix qui était juste pour moi dans mon âme et conscience, je ne prendrais pas de plaisir, tu vois, à aller bosser, aller faire ce que je fais. Donc, l'argent, c'est une énergie et c'est la valeur que je me donne. Voilà, tout simplement. Ouais. Je reconnais bien la lionne en toi qui connaît sa valeur. Mais par exemple, il y a Améthyste Sky qui est là. Récemment, eh ben, je suis partie me faire masser. J'ai fait un massage sensuel bien-être. Tu vois, eh ben, c'était 190 euros 1 heure et demie. Mais, mais merde, c'était pas que les 1 heure et demie de massage. C'est la personne se déplace, la personne monte ses trucs, la personne te crée une bulle. T'as pas l'impression que tu es dans ton cabinet. T'as l'impression d'être dans un waouh. La personne te masse avec tout son âme, son être, son truc. Ensuite, elle finit. Vous parlez, vous échangez, il y a de la douceur. Enfin, on est dans un monde tellement brutal. Et ensuite, une fois que la personne est partie, eh ben, tu as des nouvelles le lendemain. Comment tu vas? 190 euros, mais je te les donne. Tu vois, tu me mets 5 ans en arrière, j'allais dire, oh non, mais non. Mais là, c'est de la qualité. Et je suis prête à payer pour de la qualité. Donc, il faut juste se poser la question, c'est est-ce que
est-ce que la qualité, est-ce que vous les valez? L'argent que vous allez mettre dans ce soin, est-ce que vous les valez? Est-ce que vous les donnez? Et moi, c'est important. Voilà, ça fait, voilà. Et effectivement, c'est un côté très lionne, mais pour moi, c'est important. Mais c'est vraiment mon truc personnel qui m'a amené là, parce que réellement, hein, tu me prends 5 ou 6 ans en arrière, je vais pas mentir, hein, j'allais sur Groupon, il y avait des trucs de massage à 40, 50, tu vois, j'allais chez des Indiennes, enfin, j'aime bien leur toucher. C'est aussi pour ça que j'allais, mais c'était des trucs qui étaient pas chers. Et je dis pas que c'est parce que c'est cher que voilà, mais maintenant, quand je vais quelque part, je paye pour un rituel, je paye pour une expérience, tu vois, et comme j'ai investi en moi et sur moi pour me former, eh ben, je sais voir la personne qui va m'amener dans un truc complet. Et là, j'ai pas, bah, pardon, si c'est 150, 190, 200, bah, je vais pas me l'offrir tous les mois, mais je vais mettre 50, 50, 50 en 4 mois et je me l'offre, tout simplement. Voilà. Ouais. Moi, c'était vraiment pour justement que tu expliques et que ou qu'on explique aux gens à quel point voilà c'est un donné important et parce que j'entends souvent hein, des gens se plaindre mais c'est cher là là oui là 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 mais quand une personne se relève et sent complètement différente, oh, j'ai l'impression d'être une autre personne. Quand on voit la personne, son visage Et transfiguré, mine, j'appelle ça la transfiguration. Quand la personne, pendant des mois, enfin pendant une semaine, 2 semaines ou je sais pas quoi, elle flotte. Quand la personne a des intuitions qui lui permettent de shifter des choses dans sa vie, tout ça, en fait, ça n'a pas vraiment de valeur. Quand une personne me dit, oh, grâce à vous, j'ai compris quelque chose par rapport à mon travail. Mais eh ben, c'est quelque chose qui est d'une valeur qu'on ne peut même pas quantifier avec 100, 200 euros, en fait, parce que c'est quelque chose qui peut complètement retourner sa vie. Hein. Et moi, j'ai déjà fait des massages où j'ai dit, bon, j'ai entendu ça dans le massage, ça vous parle? Ah bah grâce à vous, juste après, j'ai réussi enfin à être enceinte et j'ai ma fille et baladi, balala. Est-ce que ça a une valeur? Oui, et ben cette valeur, elle est bien au-delà des 120 euros du fait de se dire grâce à vous, parce que elle l'a, par exemple, dans le cas que je parle, elle l'a ciblé la personne. Donc elle a été honnête en disant après vous, ben, j'ai débloqué quelque chose, vous m'avez dit quelque chose, ce mot-là m'est resté et tout a changé autour. Et ben c'est quelque chose qui a une valeur véritable. Évidemment, on peut pas demander des millions des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est important de comprendre que il peut se passer des choses incroyables dans des espaces sacrés, des transformations, et que effectivement c'est un temps et c'est un prix et qu'il faut s'en rendre compte, et que les formations qu'on fait nous, même en yoga, parfois on me dit ah c'est cher le yoga, 25 euros, mais le yoga c'est pas une formation de yoga, c'est des fois je sais pas combien de formations, c'est du temps de pratique où on n'est pas payé, c'est du temps où on prépare le cours et à la fin ben il reste, enfin c'est pas hyper bien payé pour des choses qui peuvent aussi changer la vie, qui peuvent changer le corps aussi, la posture d'une personne. Moi j'ai dit à quelqu'un ce serait bien que tu fasses du yoga et tout. Et maintenant, il est femme. Et ça a changé sa physionomie, apparemment. Et ça n'a pas de prix, en fait. Voilà. il y a Pam d'amour tambour qui dit entièrement d'accord avec vous. Bisous, ma chère. Justement, Pam d'amour, elle est accompagnatrice en plein de choses, mais en tambour chamanique, elle fait des formations. Elle t'apprend à te servir de ton tambour chamanique, à l'apprivoiser et puis à faire ressortir plein de choses. Moi, j'aime bien son côté un peu rock'n'roll parce que pareil, le côté féminin sacré, elle explose un peu ça, le côté les spirituels, nanana. J'aime bien ce côté un peu rentre dedans et son accompagnement. Bah voilà, si vous voulez aller voir en tout cas. Et donc voilà, c'est un prix, c'est un prix. Il y a de l'expertise parce que c'est ça, c'est vous payer d'une expertise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour le petit truc, c'est sachez que quelqu'un qui se prend la tête à créer tout ça, eh ben, il va se former toute sa vie. Parce que malheureusement ou heureusement, quand on commence à se former, on n'arrête jamais dans sa vie. Et donc, mais parce que ça va nous nourrir et en même temps, euh, ce qu'on va apprendre de nouveau, on va vous le redonner d'une manière ou d'une autre et ça va venir en plus, ça va venir rajouter encore une
supplémentaire et personnalisé. Et pour moi, même faire du sur-mesure, quoi. Donc voilà. Et je le fais pas parce que je me dis je vais augmenter mes prix, ça, vraiment pas. Mais c'est vraiment dire, je suis vraiment OK. Je suis vraiment OK avec mes tarifs. Voilà, quoi. C'est aussi simple, simple que ça. Merci. Et ouais, c'est vraiment des choses. Même les accompagnements mentoring que je fais, c'est vraiment. Par exemple, j'ai eu un retour qui me disait, mais vraiment, je sais pas, ça m'a retourné ma vie un petit peu quoi. Donc, eh ben oui, c'est important. Voilà, c'est important de connaître sa valeur et ce qu'on met comme valeur dans ce à quoi on investit. Et c'est tout un travail en fait de reconnexion à l'abondance, à l'argent. Et par exemple, moi, au niveau de ma culture, en l'occurrence, et ma compréhension personnelle, ancestrale, il y a un travail monstre et que je continue à faire au fur et à mesure sur l'argent, l'abondance, la valeur. Et cet argent qui est difficile dans cette vie que l'on vit, c'est tout un cheminement aussi spirituel. Et d'ailleurs, tous les tantrika que j'entends, ils expliquent, et c'est pour ça que j'aime bien aussi le tantra par rapport parfois à des aspects yogiques où on est très dans l'ascétisme. Le tantra dit, ben non, tu peux avoir de l'argent. En fait, tu peux avoir de l'argent, tu peux faire l'amour, tu peux faire tout, du moment que tu le transformes pour faire quelque chose qui est bon pour toi, qui te permet d'ouvrir ton champ de conscience et pour les gens autour de toi. C'est ça. C'est exactement ça. J'adore. J'adore la conversation. Non, franchement, c'est top. C'est top, c'est top. Bah écoute, je suis contente. Je suis contente qu'on ait commencé avec toi, ma première invitée. Et, et franchement, c'est top. Et c'est vraiment, je suis contente parce qu'on arrive à la fin. Et l'idée, l'idée, c'est pas du tout préparé. En plus, l'idée que j'avais en créant cette série pour le mois de février avec conversation de femmes inspirantes, ben voilà, à la fin de ce direct, je me sens nourrie, quoi. Voilà, donc je sais que la semaine prochaine, ça sera une autre invitée. Et, euh, et voilà, on aura des conversations où on sort un peu des sentiers battus, on va parler de choses effectivement féminins sacrés, mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai invité des nanas qui, voilà, c'est sans langue de bois, sans tabou et tout, et j'aime bien. Ça me va Non, ça complètement. te ressemble, ça te connecte. Euh, Exactement. Donc voilà, ça me rappelle dans Jadou, on est parti à une soirée Astral Vibes et c'est une chanteuse, donc Jadou, Ludivine et moi on y était et, euh, et c'était justement sur la manifestation et elle a dit un truc super intéressant, c'est elle est sonothérapeute et qu'en fait dans le monde de la sonothérapie, en général on s'habille en blanc, bon dans le tantra c'est la même chose, on s'habille en blanc, voilà et tout et elle arrive en disant non, moi je m'habille en noir. Moi, j'ai les cheveux rouges, tu sais, grosse touffe et tout. Et puis voilà. Et en gros, je vous emmerde, quoi, parce que je suis sonothérapeute, je parle d'énergie, je parle de fréquence. Et il n'y a pas comment on appelle ça, un uniforme. Tu vois, il n'y a pas un uniforme pour être, quoi. Donc ça fait du bien de voir des personnes comme ça, quoi. C'est ouais, rafraîchissant. très rafraîchissant. Et, euh, et oui, le féminin sacré, ce n'est pas juste des petites choses girly. Et si tu n'es pas allé chercher ta Kali ou ta bad girl, bad bitch ou je sais pas quoi, il manque encore des petits aspects à aller chercher. Et bah, moi, je continue à les travailler. Hein. J'ai fait la good girl pendant très longtemps et j'aime apprendre à aimer cette partie plus ombrageuse, voilà, de mes archétypes. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je vais te laisser le mot de la fin. Donner l'adresse aussi, c'est très important. Allez vous faire masser par 10, vous allez pas le regretter, vous allez kiffer. Moi, ce que j'aime, c'est, en plus, on m'appelle souvent Huggy les bons tuyaux, voilà la référence. Et en général, j'aime bien quand on revient derrière en DM, on me dit, oh ouais, j'y suis allée, c'était trop bien. Donc,
franchement, offrez-vous cette euh, parenthèse sensorielle. Ouais, ouais. Ouais, je dirais pas sensuelle, mais sensorielle. Parce que ouais, c'est un éclatage de tous les sens. Donc, allez-y. Donc, je te laisse terminer, donner ton dernier mot et donner l'adresse et tout et tout. Ouais. Merci Simone, merci beaucoup pour ce temps qu'on a partagé, c'était trop trop bien. Vous pouvez me retrouver à Montparnasse, dans le 14e, et aussi à l'hôtel Hoy, si vous voulez une expérience pour vos soins. Je vous conseille plutôt de prendre à partir d'1 h 15 de soins si vous voulez vraiment un rituel transformateur. Et je travaille plus souvent avec les femmes. Je fais un peu de screenage, je suis désolée. Je suis vraiment consacrée au féminin sacré. Mon accompagnement, c'est un accompagnement qui est dédié au corps, parce que je pense que le corps, c'est vraiment ce temple, voilà, qui permet à notre esprit de s'exprimer, voilà, dans la matière. Mais je fais aussi d'autres types d'accompagnement pour vous aider dans vos transitions, que ce soit en rituel avec du cacao, que ce soit en cercle entre femmes, ou aussi dans mon mentoring qui vous permet de travailler l'alchimie intérieure. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout. Je fais aussi des coachings vraiment sur des plus courtes périodes si vous préférez. Contactez-moi si vous sentez l'appel. Et j'espère inclure un peu de ce que tu m'as transmis dans tes pratiques tantriques pour mettre encore plus de... Ce que j'ai aimé, c'est cette lenteur, hein, et le fait d'être dans son intuition, parce que plus ça va me permettre de me laisser la possibilité aussi d'être dans l'intuition et de vous accueillir dans ce champ intuitif. Mais bon, voilà, petit à petit, poco à poco. Un Merci. peu de tantra dans sa vie de masseuse. Un peu de massage tantrique dans sa vie. Une petite touche comme ça. En plus, elle a un toucher extraordinaire. Et pour l'avoir suivi lors du stage, tu l'as la lenteur. Tu l'as la lenteur. Donc, voilà. Donc, prenez des massages 1 h 30, 2 heures. Vraiment, sincèrement, 1 h 30, 2 heures, c'est bon. 1 heure, on n'a pas. Enfin, bref, vous verrez. Mais 1 h 30, 2 heures, c'est mieux. Merci, je te souhaite une bonne soirée et merci à vous tous de vous être connectés. Bonne Mouah. À soirée. bientôt. Bye bye. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.